vous avez une entrepreneur qui décide de vendre des poupées africaines. Et on n'est tellement pas habitué à se voir représenter que pour la personne lambda, ça fait bizarre de voir des poupées à la peau noire. Je suis consciente d'être en France, d'être consciente de ma particularité, donc de ma nature, de mon identité. Et puis, je viens en Côte d'Ivoire. Je rentre dans les supermarchés. Je me dis, mais normalement, ce que j'ai vu en France, ça doit pas être la même chose ici. Et je me rends compte que les rayons des supermarchés sont tout aussi remplis de poupées blanches. Et je vois dans la presse que le groupe CFAO qui vient d'ouvrir à Abidjan et que le gouvernement a demandé à ce qu'ils mettent en priorité les acteurs locaux. Donc moi, je vois ça, je vais sur Internet, je tape le nom du directeur, je regarde et tout. Et je prends ma fille, je la mets dans le landau, un courrier, mon prototype, et puis je vais les voir. Tu avais pris rendez-vous avant? Rien du tout. Tu t'es levé et puis tu es allé à CFAO. Au culot, à Makori. Il venait d'ouvrir. À Makori. Puis j'ai regardé sur Internet le visage de tous les directeurs là. J'ai tout regardé, j'ai mis ça dans ma tête et puis je suis partie. Bonjour, j'ai un courrier à déposer parce que je vais être référencée. Je tombais sur une de mes sœurs. Elle m'a regardé l'arrière mon produit. Ah non, 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 vous pouvez pas. Elle m'a envoyé Pêtre. Non. Tu connais Pêtre? Attends, elle a lu ton courrier. Elle a pas, le courrier lui était pas destiné. Donc elle a pas lu. Mais elle a pas pris mon courrier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Koulibaly, entrepreneur visionnaire et fondatrice de Naïma Dolls. Architecte de formation, Sarah s'est très tôt tournée vers l'entrepreneuriat avec une volonté claire, faire bouger les lignes et créer des objets qui ont du sens. Après un premier succès avec sa marque de chaussures éthiques, elle s'attaque en 2015 à un manque criard de représentation dans l'univers des jouets, celui des poupées africaines. Naïma Dolls, c'est bien plus qu'une marque. C'est un acte militant, une ode à la diversité portée par des poupées aux traits, aux textures de cheveux et aux tenues inspirées des cultures africaines. Avec plus de 150 000 poupées produites par an, une présence dans plusieurs pays et une équipe majoritairement féminine en Afrique de l'Ouest, Sarah redéfinit les codes du jouet tout en contribuant activement à l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, elle nous raconte comment on passe d'un besoin personnel à un projet continental, de l'idée à l'impact. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Sarah. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Très, très, très bien. Enfin, je te reçois. Et je suis contente parce que tu m'as dit en off que tu avais mis, en tout cas quelque part, et tu me l'avais dit à un moment donné, hein, que si tu devais faire une prise de parole, tu allais la faire avec moi. Effectivement. Parce que ça fait plusieurs années que tu n'as pas pris la parole publiquement. Effectivement. Pourquoi as-tu décidé de ce temps de latence avant de parler, toi, fondatrice de Naïma Dolls, officiellement dans un média, par exemple? Déjà, je voulais te remercier. Je suis contente d'être là. Je suis contente de te parler à toi, comme je dis, parce que bon, tu sais qu'on se connaît, on se parle et on parle de beaucoup de sujets. Oui. On va le faire peut-être aujourd'hui publiquement. Mais je pense que pendant ces 2 années où j'ai pas pris la parole, j'avais besoin de travailler sur la nouvelle vision de l'entreprise, les nouveaux projets. Et puis j'avais besoin de prendre du temps pour moi, aussi simple que ça. Et je pense aussi que j'avais besoin de laisser la marque évoluer, parce que j'ai pris la parole beaucoup de fois quand on commençait ce projet-là, et il fallait qu'elle arrive à trouver sa voie, et moi aussi la mienne, parce que je reste une femme entrepreneur. Une maman. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour moi, un peu de temps pour travailler sur ces nouveaux projets-là. Alors, tu es la maman de Naïma Dolls, donc qui est une marque de jouets, on va dire globalement, hein, mais sinon, pour ceux qui connaissent, qui est une marque de poupées. C'est ça. Africaines. C'est ça. Alors, comment se porte aujourd'hui Naïma Dolls, on va dire, 10 ans après, comment se porte ce bébé que tu as mis au monde, qui a grandi, qui s'est développé et qui a été une sorte de statement, on va dire, au monde entier pour dire oui, on a grandi, nous, notre génération et la génération d'avant, avec des poupées à la peau blanche qu'on nous a toujours vendues, avec laquelle on a eu du mal à s'identifier. Et moi, en tant qu'entrepreneur ivoirienne, je viens sur le marché national, africain et international
vous proposez des poupées africaines. Comment se porte aujourd'hui la marque? La marque va bien. Grâce aux Ivoiriens, grâce au travail de tout le monde, la marque va bien. C'est vrai que 2014-2025, on est dans notre 11e année. Ça passe vite, hein. Oui, très vite. Incroyable. Mais en même temps, la marque a mûri et est passée par toutes les phases d'une entreprise qui doit grandir, donc avec toutes les phases de doute, de réinvention, de conquête de marché, etc. Donc aujourd'hui, Naïma Dolls va bien et Naïma Dolls a grandi. On est passé, comme tu as dit, d'une marque de poupées. On est ensuite devenu une marque de jouets. Et maintenant, on a agrandi tout ça en investissant maintenant dans le divertissement pour enfants avec Naïma Land. Et donc aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe qui espère devenir leader, en tout cas, dans tout ce qui est divertissement pour enfants, éducation et dans le secteur du jouet. Donc diversification. Là, tu as parlé de l'espace de jeu qui a ouvert récemment à Place Palmyrais. C'est ça. C'est le tout premier. C'est le premier. Et tu vas en ouvrir d'autres et tout. Unstoppable, Sarah. Il faut pas. Il faut pas s'arrêter parce que je trouve que c'est pas parce que c'est nous qui le faisons, mais l'histoire est belle, je trouve, pour les enfants africains. Moi, j'aurais voulu avoir ça quand j'étais petite. Nous toutes, hein. Tu vois? Et honnêtement, il y a quelque chose que peut-être dont moi je me rendais pas compte. Parce qu'en réalité, pendant 10 ans, j'ai été B2B en fait. Parce que je vends au supermarché. Non, c'est le supermarché qui est notre interlocuteur. On n'avait pas encore de magasin. Simplement parce que le plus important pour moi, quand on a commencé ce projet, c'était de rendre le produit accessible. On est passé par plusieurs étapes. Au début, les premières poupées coûtaient 35 000 francs CFA, 39 900 pour les toutes premières. Après 35 000 francs, on a fait baisser les prix au fur et à mesure. Et après, le point, c'était d'arriver à rendre les produits les plus accessibles possible pour que tout le monde puisse avoir sa poupée, peu importe la géolocalisation ou le portefeuille de la famille, etc. Donc, on a fait un gros travail sur les produits. Et donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi on n'avait pas de magasin en propre. Mais pourquoi t'as pas de boutique? Je dis, mais parce que j'ai pas besoin de me sentir exister parce que j'ai la clé d'un magasin dans mon sac. Je suis pas à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, mon business répond à un besoin de distribution. Donc, j'ai besoin de comprendre et de maîtriser la distribution locale et internationale, d'arriver à un certain seuil de volume qui permettra d'impacter le coût de mon produit, le rendre le plus vulgarisé possible. Le plus accessible possible. Et après, s'il le faut, on va aller donc vers d'autres types d'investissements. C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans. Aujourd'hui, on peut se permettre maintenant d'avoir en vision les espaces de jeu autour de la marque qui est maintenant forte, suffisamment forte justement pour porter donc ces produits dérivés. Et donc voilà. Donc c'était beaucoup plus de la distribution à des grossistes, des supermarchés et autres. Et maintenant, tu rentres en propre, donc dans tes propres espaces. C'est ça. Où tu vas vendre directement tes jouets, tes poupées. C'est ça, exactement. Donc, tu as pu avoir donc du volume. J'ai parlé de 150 000, en moyenne 150 000 poupées jouées vendues par an. C'est énorme. C'est pas uniquement la Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. C'est pas uniquement la Côte d'Ivoire. Tu es distribué ailleurs aussi? Oui, on est distribué. Donc, la distribution a été le premier pari quand on a commencé ce projet. Vraiment, le premier pari. Local, donc c'est simple. Il fallait comprendre comment fonctionnent les centrales d'achat, qui sont en réalité nos clients. Et donc, en dessous de chaque centrale, tu as un certain nombre de magasins. Quand tu dis centrale d'achat, c'est quoi? C'est des Prosuma, c'est des... Voilà, c'est ça. Des hypermarchés. C'est ça. Donc, en gros, tous les, je dis n'importe quoi, tu auras une centrale d'achat qui sera propriétaire de 50 magasins. Donc, quand cette centrale est ton client, tu as accès aux 50 magasins qui te permettent de distribuer ton produit dans les 50 points de vente en question. Donc, ce qu'il faut arriver à décrocher, ce sont ces centrales-là qui, au bout d'un certain moment, si tu as 10, 20 centrales, ça te permet de couvrir des territoires. Donc, c'est vraiment stratégiquement comme de la conquête. Donc, quand on veut attaquer un marché, on essaie d'identifier les centrales qui correspondent à notre positionnement, qui distribuent nos produits. Et là, maintenant, on commence le travail. Au début, on le faisait directement. Et nous, dans notre secteur d'activité, c'est un peu comme dans le football. En fait, on te considère comme une marque qui a du talent. Tu as un produit saisonnier. C'est prometteur. Voilà. Ensuite, tu deviens un produit permanent. Et puis après, tu as des agents de marque. Tu vois, qui interviennent comme dans le football. Donc, tu rentres en portefeuille d'agents qui, eux, se chargent de distribuer ton produit et d'aller plus loin au-delà de ce que toi tu peux faire. Donc, on arrive à ce stade-là aujourd'hui. Donc, de passer de la marque propre distribuée par nous-mêmes à rentrer en portefeuille avec des agents qui maintenant se chargent de distribuer Naïma et donc qui pourraient aller au-delà de ce que nous on a pu faire jusqu'aujourd'hui. J'ai vu que j'étais distribuée aussi en France. Oui, en France. On a commencé en France, aux États-Unis, dans les dom-toms, dans plusieurs pays africains. Et justement, chaque
développement, et là on revient à la notion de l'entrepreneur, venait avec un lot de stress pour moi que je ne peux pas y comprendre. Parce que je ne suis pas logisticienne, Edith. Oui. Tu vois. Et donc tu te rendais compte que il faut rendre le produit accessible, il faut gérer la logistique, etc. C'est très très compliqué. Et là on comprend que promouvoir une marque en Afrique, surtout quand ce sont des produits physiques, ce ne sont pas des logiciels ou des produits qu'on peut, ou des services. Des services, exactement. Ouais. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on a dû comprendre, et donc il nous a amené à faire évoluer le projet au fur et à mesure pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est énorme, hein? Je sais même pas si j'en s'en ai rendu compte, mais c'est vrai que ce qui est bien quand tu parles, donc quand tu restitues ce que tu as fait, tu finalement te rends compte de tout ce qu'il a fallu faire, et la différence entre le projet qu'il y avait il y a 10 ans, les 500 premières poupées, tout le travail manuel et tout, et puis finalement arriver à un besoin plus grand avec un marché que tu as réussi à élargir, pas tout seul, avec d'autres acteurs qui sont venus en cours de route, etc. Mais voilà, l'histoire continue. Et forcément, quand on arrive à cette taille où on est, on va dire, dominant d'une certaine manière dans un marché, on est assis, on voit d'autres acteurs arriver parce que tu as entrouvert une porte et là, elle est grandement ouverte maintenant où, on va dire, tout le monde fait des poupées africaines et tout. Quel est ton regard par rapport à ça en tant que pionnière? Écoute, on dit souvent que quand tu commences un projet, que tu es le seul à le faire, c'est qu'il n'y a pas de marché. Oui. Faut se dire que quand tu mets le curseur il y a 10 ans, nous, quand on commence, personne ne comprend ce qu'on dit. C'est lunaire. Qu'est-ce que les gens t'ont dit au début? Ils se sont moqués de moi. Hey, américain, rire. Quand j'ai dit que tu voulais faire des poupées africaines et tout. Oui, on disait, mais elle est partie à l'école chez les Blancs, là-bas au loin, là-bas pour venir dire qu'elle veut faire des poupées. Non, mais vraiment, tu vois, c'était... Ça venait d'où ça, ces remarques? Tes amis? Il y a eu la famille. Ouais, c'est toujours comme ça. T'es dit. Il y a eu la famille, il y a eu les amis, il y a eu tout le monde, les distributeurs, les clients. Non, mais les poupées là sont c'est filé, c'est noir, c'est quoi ça? Ouais, je me rappelle qu'il y avait eu des remarques comme ça sur les réseaux sociaux. C'est noir, c'est quoi ça? Mais tu vois comment on a été construit, notre société a été construite. C'est-à-dire que vous avez une entrepreneur qui décide de vendre des poupées africaines et tout. Et on n'est tellement pas habitué à se voir représenter. Et que ce soit dans peut-être même l'industrie cinématographique, dans les jouets, que pour la personne lambda, ça fait bizarre. En tout cas, ça faisait bizarre à l'époque de voir des poupées à la peau noire. Non, mais je dis, la première fois que moi je rentre en Côte d'Ivoire, ma fille était petite et tu sais, c'est une histoire que je raconte souvent, mais j'aimerais vraiment te la partager. Il y a une chose que moi j'ai toujours appris. Quand tu veux aller rencontrer quelqu'un, faut toujours faire une recherche sur Internet pour mettre un visage sur le nom. Parce que tu sais jamais où est-ce que tu vas rencontrer la personne. Oui. Et CFAO venait d'ouvrir à Abidjan. Donc j'avais toutes les remarques. Tout le monde se moquait de moi. J'étais là, j'avais mes... Bon, déjà les premières poupées, comme je t'ai dit. Alors pour remettre tout dans le temps, 2014, je suis enceinte de ma fille. Oui. Comment s'appelle ta fille? Naïma. Naïma, qui est une jeune demoiselle de 10 ans, en juin. Elle est née en juin. Qui a grandi en même temps que la marque. En même temps que le projet. Que les poupées. Ouais, vraiment. Donc, moi, je suis enceinte. Je vis en France. J'ai déjà ma marque de chaussures. Je vois que... On va revenir là-dessus sur la marque de chaussures. Il faut qu'on revienne. Peut-être qu'on va revenir aussi. On reviendra. Bien sûr. On sait jamais. Oh, why not? Why not? Je laisse que. Et donc, je me rends compte que je commence. Là, je commence entrepreneuriat par hasard. On va dire ça comme ça. Ça se passe très bien. On évolue. Et puis après, je suis enceinte. J'ai une base de données. Je suis consciente d'être en France, d'être consciente de ma particularité, donc de ma nature, de mon identité. Et puis, de voir qu'il y a une place à prendre sur ce marché-là. OK? Et puis, je viens en Côte d'Ivoire. Je viens ici, je rentre dans les supermarchés. Je me dis, mais normalement, ce que j'ai vu en France, ça doit pas être la même chose ici. Et je me rends compte que les rayons des supermarchés sont tout aussi... remplis de poupées blanches. Blancs. Tu vois. Et je vois dans la presse qu'il y a le groupe CFAO qui vient d'ouvrir à Abidjan. Et que le gouvernement a demandé à ce qu'ils mettent en priorité les acteurs locaux. Donc moi, je vois ça, je vais sur Internet, je tape le nom du directeur, je regarde et tout. Et je prends ma fille, je la mets dans le landau... un courrier, mon prototype, et puis je vais les voir. Ok. Tu avais pris rendez-vous avant? Rien du tout. Tu t'es levé. Et puis tu allais à CFAO. Au culot. Au culot. Il venait d'ouvrir.
Amakori. Puis j'ai regardé sur Internet le visage de tous les directeurs, là. J'ai tout regardé, j'ai mis ça dans ma tête et puis je suis partie. Je suis arrivée, il y a une porte, non, Sur le côté, là, sur le non? côté, Ouais. Pas l'entrée principale, mais... On m'a dit, c'est là-bas les bureaux. Ah ouais, Sarah. Oui, bonjour, j'ai un courrier à déposer parce que je vais être référencée. Je tombais sur une de mes sœurs. Elle m'a regardé, elle a regardé mon produit. Ah non, vous pouvez pas. Elle m'a envoyé Pêtre. Non. Tu connais Pêtre? Attends, elle a lu ton courrier. Elle a pas, le courrier lui était pas destiné. Donc elle a pas lu. Mais elle a pas pris mon courrier. Elle a pas pris mon courrier. Elle t'a vu, elle s'est dit, bon, elle pense que quoi? Oui, non, on peut pas, c'est pas le moment, revenez, machin. En tout cas, elle m'a pas reçu, elle m'a envoyé. Ok. Donc, je prends mon bébé, mon prototype, je prends un caddie, je remets tout dedans et je vais aller faire des courses au supermarché. Je rentre et je tombe direct sur le DG. Ouais. Oh non. On peut sauter sur quelqu'un comme ça. Et donc, je le rencontre et il prend le prototype, le courrier. Mais vraiment, la discussion dure 30 secondes, hein, vraiment. Hein. Ah, ça n'a pas duré, hein? Non, vraiment, vite fait comme ça. Et moi, je rentre dans les supermarchés. Je finis mes courses. Et avant que je rentre à la maison, je sais pas, 1h30, à peu près. De trajet? De trajet. Il m'avait déjà rappelé. Non. Oui, en me demandant de venir avec les produits pour être référencé. Donc, nous, on a commencé la distribution en Côte d'Ivoire en même temps que l'arrivée de CFAO. C'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la grande distribution. Je ne connaissais rien du tout. Comment s'appelait le DG de l'époque? Monsieur Jean-Paul Denoy. Ouais. Donc, c'est la personne que j'ai rencontrée qui nous a ouvert la porte. Nous-mêmes, notre propre sœur noire. Ivoirienne. Elle était là, non. Et tu sais qu'en plus, tous les autres directeurs qui étaient du groupe CFAO sont ensuite allés dans différents pays. Ok. Donc, c'est la plupart de ces personnes-là qui nous ont emmenés en même temps. Ils ont ouvert les portes dans d'autres pays à travers CFAO Retail. Oui, ou donc d'autres groupes où ils sont partis. Qui ont apprécié ce qu'on faisait. C'est ça. Ensuite, nous ont recommandé, ça nous a permis. Donc, c'est pour ça que le relationnel est très important. Ouais. Il faut réussir à avoir des relations longues avec les gens, que ce soit Monsieur Cornen. Monsieur Cornen est aujourd'hui dans une autre centrale qui nous permet d'être dans les dom-toms, etc. Donc, ça nous permet de continuer à évoluer. Toutes ces personnes-là sont les premiers directeurs de CFAO, donc, qui étaient avec nous et qui ont vu la marque naître. Mais les premières livraisons, ça faisait trop rire. Comment ça s'est passé? On connaissait pas la distribution. En fait, tu n'as pas fait de logistique. On n'a pas fait de logistique. On n'avait pas préparé les produits pour ça. On n'avait pas de code barre. On n'avait pas de colissage. On savait pas ce que c'était que de préparer tout ce qui était bon de commande au départ. J'avais mon tailleur. Des fois, on se le voit, livraison, le tailleur est là. Moi, je suis là, tout est mélangé. C'était très compliqué. Mais on a appris. On s'est trompé, on a appris. Et surtout, il y a eu beaucoup de bienveillance. Oui. Beaucoup de bienveillance. De la part des clients? Des clients. Et c'est ce qui nous a donné beaucoup de force aussi. Parce que je voyais des fois qu'on était en retard, les clients attendaient les produits, etc. Et donc, nous, on a vraiment grandi, comme je dis, devant les Ivoiriens. La marque a grandi devant les Ivoiriens, etc. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante et que on continue toujours d'essayer d'innover, de travailler pour mériter cette confiance-là. Est-ce que tu vois, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, maintenant 11 ans, est-ce que tu vois une différence entre les premières poupées Naima Dolls et les poupées actuelles? Non, je dis, honnêtement, les premières boîtes, il y avait une sorte d'avatar derrière, là. Tu voyais ses pieds. C'est pour ça qu'il y a eu des commentaires. Non, il y a eu beaucoup de bienveillance. Parce que c'était pas parfait du tout. Et je pense qu'on avait peut-être le mérite d'essayer. Oui, surtout d'essayer. Voilà. Et puis de ne pas avoir peut-être d'éléments de comparaison. C'est peut-être ça aussi. Oui. Donc c'est ça le statut d'un pionnier. Quand tu démarres dans un marché avec un nouveau produit qui ne fait pas partie de la culture, tu viens bousculer donc l'ordre établi, tu viens te positionner dans des rayons où il y a des poupées avec une autre couleur de peau qui ont été assimilées depuis des décennies et des décennies et des décennies. Tu prends les coups, tu peux tâtonner, tu tâtonnes au début normalement et tout, mais tu as toujours cette place de pionnier et de pionnière en fait. Et après, il y a comme dans toute relation, il y a la partie de la lune de miel et puis après il y a le dur. Oui. Quand on rentre en grande distribution, donc quand on rentre sur d'autres marchés et qu'on commence à avoir des clients plus exigeants, on se rend compte que même le motif du pagne, quand il est différent d'une poupée à une autre, on considère que c'est pas le même produit sur Amazon US, par exemple. Ok.
Donc, tu vois le niveau de détail dans lequel on doit rentrer, le niveau de précision. Oui. On considère qu'un produit est indéfaillant quand il y a un fil qui pend, par exemple. Ouais. Tu vois. Quand les coutures. Il faut que tout soit parfait. Ouais. Et donc, on se rend compte que, en fait, on doit sortir de cet amateurisme-là, qui a duré le temps du début, hein, ça n'a pas duré très longtemps, et rentrer finalement dans la cour des grands en tant que produit. Parce que quand on est en rayon, en fait, on est un produit qui a en face de lui Mattel, d'autres grandes marques. Tous ceux qui parlent Barbie et autres. Et c'est là tu comprends le poids d'être première marque africaine de jouets, ce que ça implique, donc le besoin de qualité en termes de normes, en termes de produits, etc., auxquels on doit répondre pour pouvoir garder cette place-là. Oui. Et c'est tout ce travail qu'on a dû faire. Et comment tu arrives à construire ton équipe? Parce que de la plupart des personnes que j'ai reçues dans ce podcast sur ce siège, il y a toujours le défi des ressources humaines. Comment, en tant que pionnière qui démarre sur un marché, qui démarre avec un produit qui n'a rien à voir avec sa formation de base, mais qui répond à un besoin d'identification pour elle-même, pour sa fille et pour toutes les femmes de son entourage, comment on arrive à trouver des ressources humaines adéquates sur un marché où on a encore le défi de l'adéquation formation-emploi? C'était très compliqué. Nous, je pense que pendant longtemps, moi, j'ai dû être peut-être une sorte de centre de formation. Hein, oui, j'imagine. Parce que déjà, il y a une réalité, il faut que tu prennes des ressources que tu es en capacité de payer. Oui. Donc, tu ne peux pas te permettre, quand tu démarres, de prendre des ressources qui coûtent très cher. Et donc, quand tu acceptes ça, tu comprends que quelque part, la rémunération, au-delà d'être financière, il faudrait qu'elle soit au niveau de l'accompagnement que tu acceptes de faire. Donc, il fallait former ces personnes-là pour que l'équipe puisse avancer en même temps que le projet. Heureusement, malheureusement, et comme tu l'as dit, je suis pas la première, il y a les réalités des ressources humaines locales qui, pour certaines, sont très dures, hein, parce que c'est difficile d'avoir l'équipe qu'il faut. Ouais. C'est très compliqué. De trouver les perles rares. Trouver les perles rares. Et tu comprends en tant que, finalement, fondateur d'une entreprise que ta vision, c'est toi qui l'as. Et ça, il faut vraiment l'accepter. C'est-à-dire que il y aura toujours notre projet, mais il faut accepter que les gens viennent, que les gens partent, mais que l'histoire du projet continue. Et que finalement, tu te rends compte que tu as de belles surprises. Finalement, tu as de belles surprises. Tu peux rencontrer aussi des personnes qui grandissent vraiment, comprennent et partagent ta vision. Et après, tu commences à avoir un noyau qui évolue. Donc oui, on est passé par les mêmes phases que tout le monde. Le recrutement est difficile. Où est-ce que tu allais trouver quelqu'un qui a déjà fait du jouet en Côte d'Ivoire? Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a même des contacts avec des étudiants en sociologie parce qu'aujourd'hui, même tout ce qui est impact sur la population de ce que l'on a pu faire, on aimerait avoir les résultats. Il n'y a pas de chiffre sur le marché du jouet, par exemple. Je ne trouve aucun chiffre. Donc, on sera peut-être les premiers à travailler avec des universitaires pour avoir les chiffres. Que vaut notre marché? Qui est-ce qu'on est? Ça, c'est intéressant. Les étudiants en sociologie. Oui, ils sont bienvenus. On parle souvent de, c'est des filières. C'est les Ivoiriens, des filières qui sont pas utiles, qui n'embauchent pas et tout. Mais on a une entreprise ivoirienne qui s'intéresse aux étudiants en sociologie parce qu'elle a besoin d'avoir des données contextuelles sur son marché et sur son produit. Oui. Donc, Naïma Dolce. Non, c'est important parce qu'au bout de 10 ans, tu as besoin de savoir finalement qu'est-ce que ça a apporté, tout ce que tu as fait. Parce qu'on est arrivé, il y avait un constat, on fait ça depuis 10 ans et il faudrait qu'on arrive à savoir où est-ce que nous en sommes. Tu vois. Donc, je te dirais aujourd'hui que 10 ans, 11 ans après, Naïma a eu une équipe qui a cru au projet, mais qui s'est constituée au fur et à mesure, qui a évolué en même temps que ce projet-là. Et contrairement à ce que les gens pensent, l'équipe n'est pas très grande. Hein. Oui, je voulais te demander, vous êtes combien au total? Parce que là, tu es passé de l'étape de la TPE, la très petite entreprise, de la start-up, de la TPE, à la PME et maintenant multinationale, on peut dire, ou bien bientôt multinationale. Moi, j'ai toujours beaucoup de pudeur à parler de ces choses-là parce que je me dis, ce sont des étapes ou des pressions qu'on se met. En tout cas, on n'est peut-être pas loin de ce que tu dis, mais je mettrai pas ces mots là-dessus. Effectivement, je suis passée d'une mini entreprise à une entreprise qui passe effectivement les différentes étapes. Aujourd'hui, pendant toutes ces années, tout ce qu'on a fait, on était une petite vingtaine. On était une petite vingtaine et c'était largement suffisant. Parce que finalement, il y a l'équipe mère, donc qui ne bouge pas, et puis il y a les saisonniers qui viennent pour le conditionnement, etc. Donc c'est pas l'équipe fixe de l'entreprise. Maintenant avec Naïma Land, on a une trentaine de nouveaux recrutements. Naïma Land, qui est l'espace de jeu. C'est ça, le premier espace de jeu. Donc 2 équipes de 15 personnes qui viennent compléter cette équipe-là. Donc voilà à peu près où est-ce que nous en sommes.
Et après ça, je parle pas des emplois indirects. Parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, quels sont les métiers types qu'on retrouve au sein de Naïma Dolls? Donc, finalement, on est une entreprise, comme je dis, hein, on fait créative. Hein, donc, tous les métiers autour de la création de produits, du graphisme, de l'infographie, donc, si, de produits. Si tu recrutes des infographes, ou bien c'est... Oui. Tu recrutes? Oui, parce que je me dis que c'est toujours bien d'avoir de nouvelles touches dans l'évolution du projet. Donc, toutes les personnes sont bienvenues. Ok, d'accord. Et d'autres métiers qui sont au sein de ton entreprise? Oui. Après, il y a tout ce qui est management d'une entreprise normale, hein, tout ce qui est à la finance, à la communication, etc., au marketing, etc. Voilà. Au début, j'ai parlé de l'ouverture, donc, d'arrivée de concurrents et de concurrence. Comment, toi, en tant que pionnière, tu vois l'arrivée de ces concurrents, en fait? Comment tu arrives à te maintenir dans la durée malgré cette arrivée? Parce que maintenant, de plus en plus, on voit des poupées africaines dans les rayons, ici et ailleurs. Comment toi, et puis même qui viennent d'ailleurs, d'autres pays et tout ça, comment tu accueilles ça? Edith, tu sais, je me dis finalement que quand tu crées un marché et que tu es tout seul, c'est qu'il n'y a pas de marché. Oui. Donc, c'est un indicateur fort montrant que on est quand même une population qui a un vrai impact et c'est pour ça que tout le monde arrive à y trouver son compte. Maintenant, reste à savoir si c'est des démarches qui sont pérennes ou si c'est des démarches qui sont opportunes. Qu'on voit souvent, surtout quand on est sur le digital, on peut avoir plusieurs personnes, donc des profils de produits similaires, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ont une vraie démarche de marque. Oui. Pour te dire, hein, beaucoup de ces produits-là, j'ai participé à leur création, mais par ignorance. Tu as donné sans savoir. Quand j'ai démarré Naïma, je ne savais pas qu'il fallait protéger ces produits et protéger ces idées. Il y a la formation aussi. Donc, je travaillais avec une usine à l'époque qui était en Chine, pour laquelle j'ai fait les tout premiers produits qui n'étaient pas protégés. Ok. Tu n'as pas signé et tout. Non, j'avais pas fait ça. Et donc, ces produits-là sont des produits qui sont considérés comme étant libres de droit. Ah ouais. D'accord. Donc, c'est des produits que toi, tu peux acheter, mettre ton nom dessus et les vendre. Tu vois. Ouais. Et donc, pour beaucoup de ces produits que moi, j'arrive à reconnaître plusieurs années après, je comprends Depuis 2015, hein. Oui. Si tu fais attention maintenant, après, il faut être dans le métier pour avoir le regard. Mais si tu regardes bien, tu vas voir que le visage est très similaire. Oui. C'est juste les tenues qui changent ou la boîte qui change. Oui. Tu vois, si tu as cette lecture-là. Aujourd'hui, ce que nous on fait, c'est de faire des visages différents, de protéger nos produits, de faire nos propres moules et de continuer à innover à chaque fois parce qu'on comprend que, en réalité, la clé de ce marché-là, c'est la capacité à innover à chaque fois. Tu vois. Mais comment tu as réussi avec le temps au regard de ces copies? Bon, après, il y a les erreurs de débutantes et ça, c'est normal. Oui, bien sûr. Des erreurs au début, on ne signe pas, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'il faut protéger et tout ça. Avec tes fournisseurs, comment tu t'organises depuis lors? J'ai changé les règles. Maintenant, on a du contrôle qualité, on a un contrat avant la production. Donc, on a contractualisé l'usine. On a un peu complexifié les modèles également pour ne pas avoir tout dans une seule usine pour qu'il n'ait pas l'exclusivité du modèle. Et on essaie d'avoir de façon juridique des contrats qui permettent à chaque fois de protéger les produits, protéger la marque, etc. Et surtout, on est propriétaire de nos moules. Donc, dès l'instant où c'est toi qui investis pour faire ton moule, l'usine n'a pas le droit de l'utiliser pour mouler, donc faire d'autres produits. Après, quand on crée un moule, au bout d'un certain temps, nous-mêmes, on considère qu'il devient obsolète et on en crée un nouveau. Ce qui permet de garder toujours une longueur d'avance. Comme ça, si le produit est copié, en fait, vous allez copier les produits d'avant ou d'il y a 2 ans. Donc, chez nous, en général, tout dépend de comment est-ce que le client réagit aux produits. On a des produits comme la poupée Adjoba qui est restée en catalogue pendant 5-6 ans parce qu'elle était vraiment best-seller. Et pour les produits en moyenne, au bout de 2-3 ans, soit on les modifie, on les fait évoluer, soit ils sortent du catalogue parce qu'on a attiré suffisamment avec ce moule-là et on est investi dans un nouveau produit. Tu parles de moule. C'est vrai qu'on sait ce que c'est dans le dictionnaire un moule. Oui. Mais dans le cas spécifique donc de la fabrication de poupées, c'est quoi un moule? Le moule, c'est, comme tu l'as dit, donc dans le dictionnaire, c'est qu'un moule, mais c'est ce qui permet de fabriquer le visage qu'on choisirait. Donc, ça nous appartient. Okay. Donc, nous, ce qu'on fait à Abidjan, on dessine les visages, on dessine les formes, tout ce qu'on voudrait, et chaque partie du corps correspond à un moule. Ok. Et donc, c'est cet objet-là qui permet de s'assurer que tu auras le visage, par exemple, de la poupée Naïma exclusivement. Ok.
Si tu l'as pas, tu peux pas, hein. À moins que tu aies copié le moule. Et ça, légalement, c'est interdit de copier. C'est pour ça que quand tu as des copies, soit ils vont aller avec des similitudes. Parce que je veux dire, ils vont faire une partie peut-être un peu différente, mais tel que le produit est. C'est en fait, ton moule, c'est un peu comme une carte d'identité. Quand tu nais, c'est ce qui te caractérise. Donc, tout ce qui concerne le produit, donc sur les aspects physiques, c'est ce moule-là, donc lequel on investit avant de pouvoir créer un produit. Donc, en gros, on a le concept, on fait les premiers drafts, on dessine le visage tel qu'on voudrait, on a les 2D, la 3D qui est validée, ensuite le moule vert, fond vert qui permet de regarder à peu près à quoi est-ce que ça va ressembler. Ensuite, on a le moule final en fer et c'est ce moule-là qu'on utilise pour mouler finalement le visage. Et après, ça s'utilise comme un moule de gâteau. On a juste à tirer. C'est cette partie-là qui est la plus complexe. Oui, qui est la plus complexe et qui nécessite beaucoup de ressources humaines, d'où l'importance des graphistes, des infographistes dont tu as parlé et tout, parce que c'est une étape cruciale. C'est crucial. Dans l'identité des poupées qui sont vendues, en fait. Totalement. Et donc, cette partie complexe, tu as réussi à la formaliser avec les usines avec lesquelles tu travailles. Oui, on a réussi. Mais comme je dis, on n'est toujours pas à l'abri. Hein. De toute façon, c'est une industrie, comme dans toute industrie créative, où on finit par intégrer le risque de copie, finalement. Hein. Et donc, comme je dis, l'obsolescence est la clé de tout ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on évolue, on fait évoluer. Donc, il y a beaucoup de travail de recherche aussi qui est fait, de recherche documentaire, sur tout ce qui est produit... tout ce qui est produit puzzle, jeux de société, etc. Il faudrait faut faire beaucoup de recherches avant de sortir ces produits-là pour être sûr qu'on donne la bonne information aux enfants. Donc il y a beaucoup de recherche aussi qui est fait en amont. Donc tous les produits que vous voyez, c'est vraiment en moyenne, on va dire 6 à 9 mois de travail avant d'arriver au début du produit. Oui. Avant qu'il soit en rayon. Donc nous on travaille en fait une année pour l'autre. Ok, donc tu prépares d'abord une année sur un produit. C'est un vrai travail de recherche et développement avec tes équipes. Et ensuite, maintenant, tu passes à la phase de produit, de conception du produit. Oui, et là encore même, donc après tout ce qui est recherche et développement, validation du produit, etc., rentre le début de la partie commerciale. Donc pour laquelle il faudrait proposer ces prototypes à la distribution avant d'arriver maintenant à la production. Tu as parlé d'usine en Chine. Est-ce que à terme, dans quelques années, tu prévois d'internaliser, donc de produire sur place à un moment donné? Ça demande beaucoup de moyens et je sais que les banques n'accompagnent pas toujours, ne financent pas toujours ce genre de gros projets. Mais à terme, est-ce que tu envisages donc de bâtir une usine ici de conception, de fabrication de poupées? Quand on a commencé ce projet, l'usine était le premier souhait de faire une usine localement, de produire ici, etc. Et au fil du temps, quand j'ai commencé à comprendre le marché de façon globale, quand je suis allée en Chine et que j'ai essayé d'aller dans la ville où tout le monde fabriquait Mattel et tout le monde, j'ai compris que c'était peut-être plus compliqué que je ne le pensais, pour des raisons de coût à terme. Parce qu'en fait, comme on est un peu enclavé, parce que la logistique interafricaine n'est pas très développée. Oui, pourtant on parle de zone de libre-échange. On est très loin de ça. On est très loin de ça. Moi, j'en vois plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous, on a des commandes en Afrique de l'Est, par exemple, on fait partir tous les produits en France. Et à partir de là, eux-mêmes se chargent de dispatcher. Parce que je veux comprendre. C'est-à-dire que tu as des commandes en Afrique de l'Est pour tes jouets et tes poupées, et ça passe d'abord en France avant d'arriver en Afrique de l'Est. Ouais. Parce que là-bas, ils ont des centrales qui, en termes de logistique, ont l'habitude de recevoir tous leurs produits, donc de tout centraliser et de redistribuer. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile de tout recevoir, de nous d'envoyer en une seule fois là-bas et de leur laisser la charge de la redistribution. Parce que pour moi, envoyer un produit, j'ai n'importe quoi, au Bénin, par exemple, ça peut être très compliqué. Alors que c'est juste à côté. Juste à côté. Donc la solution qu'on a... Les gens m'ont posé la question, mais Sarah, on comprend pas. Tu es une marque africaine, on connaît ton parti pris, mais pourquoi est-ce que tu as commencé ta distribution en Europe, aux États-Unis, avant d'arriver en Afrique? C'était simplement pour des questions de logistique. Parce que souvent, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais ce qu'elle coûterait, en fait, le produit sera à terme inaccessible pour le client. Mais en fait, même, ça n'a rien de étonnant, parce que quand tu vois comment c'est difficile de voyager inter-État et le prix que ça coûte en billets d'avion, en fret et tout,
de déplacer des marchandises, tu comprends que pour des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs africains, la zone de libre-échange de biens et de services n'est pas du tout une réalité. Non, et puis, tu sais, mine de rien, on est sur un marché où tu as beaucoup d'entrepreneurs, par exemple dans le textile. Une robe, ça va par DHL. Oui. Okay. Mais moi, j'ai le poids-volume. Oui. C'est gros. Donc forcément, même quand tu veux faire un DHL, par exemple, pour ne pas citer de marque, en fait, cher. À terme, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu vois, des fois, on a eu des colis à la veille de Noël qui étaient bloqués en douane. Le parent qui disait, j'ai pas eu mon jouet. Pas parce que nous, on le voulait, mais parce que ça coûte cher, finalement. Non. En termes de logistique, c'était pas bon. Donc, il fallait qu'on arrive à trouver les bons interlocuteurs et la bonne logique de distribution pour qu'on puisse également toucher les pays africains. Tu vois. Et là, on a ce stade-là, donc, de l'évolution de l'entreprise via des centrales qui peuvent, pour la plupart, être en Europe, mais qui ont la logistique elles-mêmes pour distribuer dans les pays où ils ont déjà des magasins. Et c'est beaucoup plus simple de passer par les centrales d'achat, finalement. C'est beaucoup plus simple. Tu as le volume. Oui. J'ai le volume. Je n'ai pas finalement la logistique, ou du moins, je l'ai une seule fois. C'est ça. Dans un seul sens. Et puis après, le reste, ça reste beaucoup plus simple pour moi. Comment on se sent en tant que femme ivoirienne à la tête d'une grande entreprise de ce type qui s'est positionnée sur ce marché ici et à l'extérieur, qui permet à des petites filles, même à des garçons, parce qu'il y a d'autres jouets en dehors des poupées, de pouvoir s'identifier, de pouvoir avoir dans les mains à Noël et même en dehors pendant les anniversaires ou quand on veut faire des cadeaux, de grandir avec des objets qui leur ressemblent. Comment on se sent en tant que femme et en tant qu'entrepreneur africaine? J'avoue que j'ai beaucoup de gratitude. Et ces petites filles-là n'imaginent pas à quel point elles me portent. Parce que quand je les vois, dire merci Tata Sarah, ah c'est la Tata qui fait les poupées, etc. J'ai ma poupée Naïma, je l'ai baptisée Fatou. Ça me touche parce que tu vois l'impact. C'est important de voir à un moment l'impact de ce que tu fais. Parce que quand tu es finalement emprisonné pas emprisonné, mais finalement enfermé dans ta vision, tes challenges, etc. Des fois, tu oublies de regarder derrière toi et de voir le chemin parcouru, tu vois. Et sur ce chemin-là, il y a des coups, il y a des déceptions, il y a de grandes joies également. Et donc, en tant que femme africaine, surtout, c'est vraiment beaucoup de gratitude et l'envie de continuer pour elle, parce que j'ai été comme elle. J'ai été comme elle. Et tu sais, ma mère m'a donné il n'y a pas longtemps mes 2 premières poupées qu'elle a gardées. Ah, wow. Ah ouais, elle les a gardées, elle me les a données. Et je me rends compte véritablement que cette histoire de poupée, elle m'a toujours accompagnée. Moi, j'en ai toujours eu enfant. Et finalement, je suis peut-être une grande enfant qui continue de jouer à la poupée. Mais il y a beaucoup de gratitude et beaucoup d'envie de continuer. Beaucoup d'envie de continuer. Et tu as démarré avec du financement propre. Oui. Sans les banques. Sans les banques. Où tu as trouvé ce love money? C'est la famille? Tu avais déjà des économies? Écoute, comme je t'ai dit, tu l'as dit toi-même dans ton introduction, j'avais mon entreprise de chaussures au départ. Donc, il y avait quand même un peu d'argent mis de côté. Il y avait mes économies, pas beaucoup d'argent, etc. L'Europe, ça coûte cher. Enceinte également, ça coûte cher. Donc, c'était pas des milliards, mais suffisamment pour démarrer, tu vois, pour démarrer avec un petit site internet et puis les 500 premières poupées. Après, stratégiquement, il y a eu une démarche depuis le début de recherche de financement adéquat en fonction de l'évolution de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs doivent arriver à comprendre. Le financement, c'est comme des véhicules. Un peu comme quand tu prends ton bac, tu décomposes là. Voilà. Donc, en fonction de où tu veux aller, tu montes d'un véhicule financier jusqu'à un autre véhicule financier. Donc, moi, je suis partie du Love Money, réinvestissement, pour ensuite arriver à faire un concours pour entrepreneurs, gagner un peu plus d'argent. Et puis, ce concours que j'ai eu à faire, que j'ai gagné en 2020, était porté par une banque. Donc, moi, en réalité, quand je le fais, j'en ai fait un seul. Je ne suis pas un entrepreneur à concours. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça. Les entrepreneurs à concours. Hein. Non, c'est pas forcément. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Même moi, aujourd'hui, qui suis dans des jurys, je me rends compte que quand un entrepreneur se présente en disant prix de temps, des fois, ça peut être un peu négatif. On se dit, bon, finalement, à quel moment tu travailles? Donc, moi, j'en ai fait un seul. Parce que cet argent m'a servi, on en avait besoin, on avait une commande, on n'avait pas la trésor pour pouvoir l'honorer. Et surtout parce que je savais que c'était un concours qui était porté par une fondation qui était liée à une banque.
Donc moi, je pense que je sais pas pour les autres, une des seules lauréates qui après est venue donner ses états financiers. Ça, c'est important. Pour montrer ce que j'avais fait avec cet argent-là. Ça, c'est important. Tu vois. Donc automatiquement, j'étais dans une position qui était différente. J'ai pas pris l'argent du prix pour aller, tu vois, non, faire la fête. Et puis faire d'autres prix ou bien dépenser. J'en ai fait un seul. Oui. Et la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de déposer mon bilan et mes états financiers pour montrer voilà ce que j'avais au début, voilà ce que vous m'avez donné, voilà ce que j'en ai fait. Et ça renforce la confiance. Ça m'a mis automatiquement, au lieu d'être en face de la fondation, en face de la banque. Ouais. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, on dirait que ça voulait fonctionner. Et ils ont commencé à m'accompagner. Donc, la banque ou les banquiers, ce sont des personnes qui regardent des entrepreneurs qui ont une démarche aussi qui est cohérente. Et qui sont concrets. Qui sont concrets. De nos jours aussi en Côte d'Ivoire, on se rend compte que c'est vrai que les banques n'accompagnent pas, mais il y a des banques qui essaient quand même. Et c'est pour ça que je dis que moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur créative, j'ai un devoir aussi vis-à-vis des autres. Parce que je me dis, si avec moi ça fonctionne, ils pourront peut-être avoir le courage d'en financer d'autres en se disant, les créatifs ne sont pas forcément des rêveurs, il y a du business vraiment derrière. Oui. Mais quand on n'est pas concentré à faire du business et à faire rentrer de l'argent, à un moment, effectivement, tu auras le sentiment que les banques n'accompagnent pas. Donc, il faut vraiment réussir à capter l'attention et à la maintenir pour pouvoir évoluer dans différents véhicules financiers. Donc, c'est comme ça que nous, on a commencé à lever des financements au fur et à mesure pour avancer. Mais tout a commencé par du love money et des économies. Alors, à la tête d'une si grande entreprise, avec tous les défis qu'il y a de logistique, comment on arrive à trouver l'équilibre en tant qu'entrepreneur au début et même jusqu'à présent? Comment tu arrives à trouver l'équilibre? Des prières. Ok. Beaucoup de prières, beaucoup de travail et un bon entourage. Moi, je pense qu'au début, même quand on a commencé de façon informelle, avant qu'on passe en société anonyme, j'avais une sorte de conseil d'administration qui ne disait pas son nom. J'appelle le mur des lamentations. Ok, d'accord. Elles se connaissent, je les salue. C'est quoi? C'est la famille, les amis? Un mélange de plusieurs compétences, plusieurs excellences ivoiriennes, à qui je peux parler, à qui je peux dire, je me suis trompée, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je réagis, etc. Et donc, ça part de la famille à un cercle d'amis qui gravitent autour de Naïma. Donc, je n'ai jamais été un entrepreneur qui s'était isolé, en tout cas, parce qu'à un moment, tu as la solitude de l'entrepreneur que tout le monde connaît. Et je l'ai vécu malgré ça, hein. Malgré ça, parce que tu as des moments de questionnement où soit ça va trop vite, soit ça ne se passe pas comme tu veux, etc. Soit c'est trop grand, ça te dépasse. Mais il faut pouvoir, c'est ce que je dis, hein, c'est pas une période qui est suffisamment bien appréhendée. Oui. On a beau le dire, c'est difficile. Et justement, quand tu es face à certaines difficultés qui viennent à ce moment-là, parler à des personnes qui l'ont déjà vécu, ça te rassure. Parce qu'à un moment, tu te poses des questions sur toi-même. Est-ce que tu as bien géré? Est-ce que tu t'es pas trompé, etc. Donc, quand tu arrives à parler à des personnes qui sont passées par le même chemin, tu te rends compte qu'en fait, comme on dit, l'obstacle est le chemin et que tu es sur la bonne voie. Ok. Donc, moi, je dirais que je suis passée par toutes ces phases-là, toutes les phases d'une entreprise qui est en train de croître et que, par la grâce de Dieu, on a réussi à avancer et à réussir à stabiliser tout ça. Est-ce que tu as eu des, Est-ce que tu as eu des coups durs? J'ai eu des coups durs. J'ai eu beaucoup de déceptions humaines parce que quand tu commences un projet comme ça, tu es idéaliste. Hein, les entrepreneurs, oui, je veux venir changer le monde et tout. Tu veux venir changer le monde, tu veux créer tous les emplois, et ça se passe pas comme ça se passe jamais comme ça. Mais comme on dit, c'est comme l'accouchement. Faut pas dire, faut que chacun vienne faire son expérience et qu'il comprenne que avant ce grand bonheur-là, tu dois passer par tout ça. Et donc oui, il y a eu beaucoup de déceptions, surtout au niveau humain. J'ai eu à découvrir certaines choses que j'aurais peut-être pas faites moi ou que je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre. Des fois même au sein de l'équipe, découvrir certaines choses, des détournements. Ça ne manque pas, hein, les détournements. D'une personne avec qui j'avais fait totalement confiance, hein, vraiment de façon flagrante avec toutes les preuves, qui allait prendre l'argent chez les fournisseurs, chez des clients, parce qu'il le faisait au nom de l'entreprise. Il prend et il garde. Il n'a pas déclaré. Donc moi, je reçois des notes vocales dans un recouvrement en demandant mais pourquoi tel client n'a pas payé? Et le client te dit mais j'ai payé à tel collaborateur. Et il t'envoie une note vocale où tu entends la personne dire oui, je reconnais que j'ai pris l'argent parce que tu es tellement débordé en essayant de faire tout que tout le monde sait en fait que comme tu es débordé, il y a beaucoup de choses que tu verras pas. C'est ça aussi le risque de l'évolution. Parce que quand tu es en train de faire beaucoup de choses en même temps, les petites choses
t'échappe. C'est ça. Et tu te rends pas compte qu'en fait, comme tu es seul, ton équipe, ils sont plus nombreux que toi, les gens qui sont autour de toi. Donc, ils arrivent à déceler ton cycle. Et ils te connaissent mieux. Ils te connaissent mieux que toi. Ouais. Comment est-ce que tu évolues? Ce que tu regardes, ce que tu ne regardes pas, ce que tu vas dire. Ils t'analysent, en fait. Donc, ils savent. Donc, là où toi, tu penses que tu diriges, ils se disent, ah, d'accord, ok, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Elle va dire ça. Je te dis, hein, tu vois, quand je vais lui dire ça, elle va te dire ça. Ou bien, elle va venir à tel moment parce qu'elle doit partir chercher son enfant à telle heure. Exactement. Donc, ils savent. Parce que finalement, ils sont plus nombreux que toi. Oui. Donc, tu te retrouves toi-même à devenir, au lieu d'être le dirigeant, le diriger par des personnes qui ne comprennent peut-être pas la vision que toi tu as. Parce que dans une entreprise, il y a des moments fastes et il y a des moments d'investissement. Par exemple, quand tu fais un projet comme Naïma Land, le premier où tu es en train d'essayer de faire un développement, ça sera pas comme c'est dans une année où on n'a pas de projet d'investissement, par exemple. Donc, il faut que l'équipe comprenne à quel niveau et à quelle phase est l'entreprise. Mais ce sont des moments aussi qui sont importants pour l'entrepreneur parce que ça te permet de savoir si tu as une vraie équipe ou pas. Oui, c'est une phase de test. Tu es seul dans ton équipe. Oui. C'est toi qui sais pas. Si. Ce sont eux tes employeurs. Oui, c'est toi qui sais pas. Hein. Donc, ils savent que quand ils se lèvent le matin, ils viennent s'asseoir, ils font rien de leurs 10 doigts. Oui. Mais à la fin du mois, comme tu as dit que tu vas les employer, il faut que tu comptes l'argent pour leur donner. Oui. Tant bien qu'ils savent, même s'ils savent qu'ils n'ont pas fait le travail correctement. Donc, toi, comme c'est ton bébé, que c'est ton entreprise, tu as envie de réussir. Donc, tu te retrouves à faire ton travail et des fois même leur travail Bien parce sûr. que tu veux que ça fonctionne. Oui. Donc, tu te retrouves à être toi en train de courir plus que tout le monde, à t'épuiser, à être en... Comme un hamster Oui. dans la roue. Tu vois, non? Et puis, on te Et regarde. eux, ils te regardent. Et puis, on te regarde. Et puis après, tu découvres que des fois, derrière des madame, maman, ma chérie, moi, Pour ça, on te blague. moi c'est même, je suis tellement maternelle. Moi, je dis toujours, hein, pour travailler avec les enfants, il faut avoir un bon cœur. Oui. En même temps, je pense que ça me protège. Mais ça peut être quelque chose que les gens utilisent contre toi en te disant, de toute façon, même si je vole, elle va rien dire. Elle va rien dire. Elle va parler bien, elle va parler, elle va laisser. Ou bien si je viens pleurer un peu, elle va laisser. Elle va avoir pitié. Tu vois. Et puis, tu as des personnes un peu plus sournoises Oui. qui pensent que derrière un succès, il y a peut-être des choses qu'ils ont besoin de comprendre en se rapprochant. Oui. Donc, à un moment, tu te demandes si toutes les personnes qui viennent à côté de toi viennent pour les bonnes raisons. Et les personnes qui viennent simplement pour essayer de comprendre comment tu fais. C'est ça, business intelligence. Ils viennent copier. Exactement. En venant en interne, très gentil et tout. Alors que Ce sont les derrière, pires. ce sont les pires. Derrière, c'est la sorcellerie à ciel ouvert. Et comme moi, avec le temps, j'ai appris à voir. Comme je dis souvent, pour vivre ensemble, il faut faire comme si on est bêtes. C'est ça. Et j'aime laisser les gens aller au bout. Oui. Et en général, je ne parle pas. Oui. Pas parce que je ne sais pas. Mais parce que quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. C'est ça. Ça, c'est un défaut. Le rouleau compresseur. Donc, comme je suis consciente de ça, en général, je laisse les gens aller jusqu'au bout. Parce que je me dis, ça me permet aussi de voir si autour de moi, il n'y a pas d'autres éléments que je ne, tu vois, non, que je n'avais pas décelé, en fait. Pas décelé. Donc, des fois, tu fais semblant même comme si tout va s'écrouler et puis tu regardes pour voir. Et moi, j'ai eu ça. J'ai eu des personnes qui ont essayé de se rapprocher et qui ont... qui ont failli déstabiliser ton business? Oui, totalement. Parce que ce sont des personnes qui rentrent, qui viennent à côté de toi, qui essaient de se rapprocher de toi. Rentrer dans ton équipe, même pour certains. Et à qui tu donnes ta confiance parce que tu les mets à des postes de responsabilité. Ils font tout pour que tu aies cette confiance-là. Ouais. Ça peut être même des faux CV. Hein. Des personnes, oui. Ouais. Donc, qui font tout pour mériter ta confiance, qui peuvent même se coucher par terre en te disant que vraiment tu es trop fort. Mais derrière, ils essaient de retourner la tête des personnes clés de ton équipe. En se disant, ce sont des personnes qui sont restées avec elles pendant longtemps. Donc, peut-être que ce sont ces personnes-là qui font que ça fonctionne. Peut-être que la personne vient, elle a sa propre feuille de route. Hein, en se disant, bon, OK, je sais qu'elle a besoin de sa graphiste, elle a besoin de X, Y, Z et tout. Bon, si je les prends en leur promettant monts et merveilles, ils viendront faire ça pour moi. Mais les gens ne savent pas qu'il y a la loi qui existe. Ouais. Et que souvent, il y a des contrats qui les condamnent. Bien sûr. Et donc, il faudrait qu'ils comprennent que quand tu es venu trouver des gens ensemble, même si toi, tu viens et que tu fais le beau ou la belle pendant X mois, ces personnes ont passé plus de temps avec moi qu'avec toi. Ouais. Donc, je les connais ou je sais peut-être d'autres choses que toi, tu n'as pas. Donc, en général, l'entrepreneur est soumis à tout ça. Ouais. Tu vois, il y a énormément de déceptions, voilà, pour venir à ça. Mais ça fait partie aussi des cycles.
Tu vois, ça te permet toi aussi de mûrir. Moi, aujourd'hui, je suis plus idéaliste. OK? Je suis enlevé ça dans tes yeux. Non, je suis plus idéaliste. Mais je garde mon bon cœur. Ouais. Je garde mon bon cœur. La preuve en est, dans des situations comme ça, après, tout te revient. Dans le moindre détail. Parce que je veux dire, tu découvres que ton employé est en train de faire, on va dire un side business, carrément ton business copier-coller, mais tu te prends un coup de poing dans la figure. Oui, c'est pire qu'un coup de poignard dans le dos. À promettre aux employés ou à rester à l'extérieur et puis essayer de savoir tout ce que tu fais. Promettre aux employés, viens avec moi je vais te donner tant, je te promets de faire ci, etc., etc. Mais ce sont des personnes qui, à mon sens, des fois, ne valent pas grand-chose. Oui. Parce que, des fois, quand tu refais le bilan de leur vie, ce sont des personnes qui n'ont jamais rien réalisé et qui, souvent même, ont un background dans lequel on peut checker et dans lequel on peut comprendre un certain nombre de choses. Donc, tu te dis à un moment, tu dois rester concentré sur ton travail. Tu dois rester concentré sur tes résultats. Et c'est ce qu'on attend de toi. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Du coup, j'ai compris une chose, c'est que, et comme je dis souvent à mes équipes, un business, tout peut aller comme ça peut ne pas aller. La seule personne qui ne bougera pas de ce fauteuil, c'est moi. Oui. Il peut être froid comme il peut être très chaud, mais c'est moi qui... Donc, je comprends qu'il n'y a que moi qui suis finalement en griffe indispensable. Et donc, j'ai accepté le fait que les gens viennent et que les personnes partent, mais je n'idéalise plus du tout les impacts ou en tout cas ma vision entrepreneuriale. C'est du business, Edith, il faut le dire. C'est du capitalisme. Aujourd'hui, je pense que j'assume pleinement ça, d'être profondément capitaliste et de se dire que si l'entreprise ne fonctionne pas, on peut pas garantir des emplois. Bien sûr. Tu vois, mais je pense que les jeunes aujourd'hui qui travaillent avec nous, tu sais, nous les entrepreneurs, le problème avec la Côte d'Ivoire notamment, c'est que quand on a accès aux dirigeants, je dis n'importe quoi, tu peux être dans une entreprise sur le même salaire que tu gagnerais à Orange par exemple, mais dans une entreprise plus petite. Mais comme le dirigeant, tu le vois alors que tu ne verrais pas peut-être Mamadou Bamba tous les jours. Exactement. Je pense que vous avez joué à la balle ensemble. C'est ça. Et que c'est ton copain de classe. Exactement. Tu vois. Donc il y a, en tout cas moi de l'éducation que j'ai reçue de mon époque, moi j'ai toujours respecté mes aînés dans le métier. Même aujourd'hui, pour celles que j'ai la chance de côtoyer, et je dis toujours la chance de côtoyer parce que je considère que c'est une chance, je leur donne toujours le respect que je dois leur donner de façon sincère parce que je ne sais pas à quel moment ces personnes peuvent intervenir sur mon chemin. Aujourd'hui, la jeunesse qu'on a, ce sont des personnes qui donnent le sentiment de vouloir travailler véritablement, mais quand on les emploie, des fois, on a des surprises qui sont désagréables. Oui. Parce que des fois, c'est des personnes qui sont trop pressées, trop portées peut-être vers le bling-bling, tout ce qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux et tout. Et les personnes ne comprennent pas que pour construire une carrière aujourd'hui, ça demande quand même un certain niveau de sérieux de maturité. Et de maturité. Et en tout cas, si je peux le dire pour terminer, et donner une clé, peut-être de succès, c'est la durée des relations que moi j'ai réussi à construire avec les gens. Oui. Et peut-être la sincérité que tu peux avoir de façon totalement désintéressée. En étant comme ça, tu arrives à avoir des personnes qui sont prêtes à t'accompagner tout au long de ton chemin. Et comme je le dis souvent, Naïma a beaucoup de papas, Naïma a beaucoup de mamans. Naïma a beaucoup de papas et beaucoup de mamans. Beaucoup de personnes avec qui je peux parler pendant des heures, qui vont venir. Peut-être que ça m'aurait coûté X millions de parler à X avocats ou X juristes, mais à qui ils vont venir te dire, mais non, sur cet aspect-là, selon mon expertise, voilà ce que je peux te dire, etc. Et toi, en tant qu'entrepreneur, ça t'enrichit. Ouais. Le niveau de connaissance que moi j'ai eu en dirigeant cette entreprise, qui est pourtant dans un domaine qui n'est pas un domaine vital. Je veux dire, on parle pas de riz ni de tomates. C'est ça. Est un niveau de connaissance qui est lié à toutes ces personnes-là qui sont venues, qui continuent de m'accompagner jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et donc, quand je parle de réussite, et c'est pour ça que tu peux remarquer, je parle pas forcément des aspects financiers, mais on en est conscient, on sait qu'on arrive à évoluer. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est tout ça que moi j'appelle de la réussite. Réussir à créer une marque, à fédérer une communauté, à impacter des enfants, à faire de la distribution au-delà de son pays et réussir à fédérer des expertises ivoiriennes autour de ce projet-là. Pendant toutes ces années, c'est pas rien. Ça, c'est énorme. Et ça, c'est ma plus grande fierté. C'est énorme et je veux dire, au-delà de l'aspect financier, comme tu dis, avoir un réseau d'experts, la crème aussi de l'intelligentsia ivoirienne qui a du temps pour t'écouter, te conseiller, qui est prête à se déplacer pour toi,
ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et vraiment, je pense que c'est des choses à bénir. Et moi, je vous bénis également à mes chers abonnés, vous également qui êtes présents pour moi, pour ce podcast, et qui prenez plaisir à découvrir chaque semaine, chaque dimanche, les invités que je vous amène, des personnes qui, pour moi, sont authentiques et qui ont des choses à dire, des choses intéressantes et valuables à vous transmettre. Et j'espère que avec Sarah Coulibaly, vous êtes transportés donc dans cette découverte de cette entreprise ivoirienne, cette championne nationale, mais qui s'étend à travers le monde entier grâce à un produit qui transforme les enfants, qui transforme les petites filles et surtout qui permet de pouvoir connecter avec qui on est, avec notre identité africaine. Et moi, je suis encore plus contente de découvrir en fait tout ce parcours, des étapes par lesquelles tu es passé. Et je pense qu'on n'a pas encore terminé. Et bien, avant de continuer, bien sûr, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, très important, de vous abonner également si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, de partager cet épisode à toutes les personnes qui comptent pour vous et qui ont besoin d'entendre le message et le témoignage de Sarah Coulibaly, fondatrice de Naïma Dolls. Tu as parlé de réseau et de toutes ces étapes qui ont mené à ce succès. Et également, les difficultés à faire confiance. Comment tu as réussi ou comment tu réussis à déléguer? Parce que ça, c'est la difficulté de l'entrepreneur. Quand on démarre un business, on fait tout, l'administratif, le juridique, on va gérer les charges patronales nous-mêmes, on fait le commercial, on fait la recherche et développement, on est partout. Mais à un moment, on peut plus tenir, surtout quand notre entreprise passe à l'échelle, se développe. À un moment donné, pour éviter le burn-out, on essaie de déléguer, même s'il y a ce problème de trahison auquel on peut se retrouver. Comment tu as réussi à déléguer? Écoute, je te dirais que pour le moment, ce qu'on en a essayé de faire, ce que moi j'ai décidé de faire, je suis passée par plusieurs étapes, comme je l'ai dit, donc de l'équipe que tu formes toi-même parce qu'elle évolue. Ensuite, tu essaies de changer de dynamique, mais tu te rends compte que tu n'as peut-être pas utilisé les bonnes personnes. Donc tu te rends compte que déléguer, c'est délicat. On donne pas le volant de son véhicule à n'importe qui. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, tu resteras responsable. Parce que c'est ton entreprise, tout le monde peut partir. Faut faire attention. Je dis souvent à beaucoup de personnes qui disent aux entrepreneurs, il faut que tu aies un numéro 2. Il faut savoir le choisir. Même un associé, c'est pas évident d'avoir un associé parce que c'est un mariage. Quand tu le fais, si tu as mal choisi ton associé, mais oui, c'est des étapes clés, vraiment décisives. Et après, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pouvoir externaliser tout ce qui est, pour le moment, donc dans cette phase de transition, on est vraiment en transition sur une autre étape, comme je le disais. Donc, d'externaliser tout ce qui pourrait l'être. Donc, au lieu d'avoir un responsable juridique à temps plein, on a une assistante juridique et on a un cabinet. C'est mieux. Donc, on a un cabinet comptable, on a un commissaire aux comptes, etc. Donc, ça permet d'externaliser, d'avoir toutes ces compétences-là qui viennent nous préparer donc à la suite. Tu vois, c'était plus simple pour moi. Ça me permet moi de me concentrer donc sur le développement principalement et d'avoir cette équipe-là. Donc pour tous ceux qui sont de l'équipe qui ont accès à ces compétences-là, d'être formés aussi, en ayant accès à eux. Donc d'avoir l'assistante juridique qui parle à l'avocat, qui parle donc ça lui permet elle aussi d'en apprendre un peu plus et peut-être au sortir d'une année de monter en compétences au-delà des compétences scolaires. Parce que la réalité, c'est que nous qui prenons souvent des personnes en premier ou en deuxième emploi, on a une seconde école. Bien sûr. Parce qu'ils sont jamais prêts. Et puis, tu as le super CV que tu reçois et tu es contente. Puis, comment tu vas lui expliquer que sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. C'est différent. C'est pas pareil. Donc, pour alléger la machine, comme tu l'as dit, nous, on a décidé de faire ça pendant cette année-là, le temps de finir la transition et puis de pouvoir continuer plus sereinement. Quand tu dis transition vers quoi? Transition vers
Une autre forme d'entreprise, un autre format juridique. On a déjà fait. Donc, cette transition, il y avait tout ça. Donc, on a commencé par une SARL, on est passé en société anonyme, ça c'est déjà fait depuis un moment. Administrateur seul, ensuite conseil d'administration. Oui, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu as un conseil d'administration? Il est en cours. Il est en cours. Il est en cours, justement. J'ai été administratrice seule. OK. Le temps de finir tout ce que je devais faire pour faire le ménage. Et mon conseil d'administration sera composé de toutes ces personnes-là. Ton réseau d'experts. Exactement. Voilà. Donc, ils connaissent très bien le sujet. Oui. Et donc, ce sont des compétences ivoiriennes qui vont venir. J'ai hâte de pouvoir justement être à cette table-là et de pouvoir aller négocier avec des gens qui nous parlent aujourd'hui de la marque et de l'intérêt qu'ils ont, etc. Donc, cette transition, c'est aussi ça. La marque intéresse aujourd'hui. Donc, on est éligible pour un certain nombre de choses. Et donc, on aimerait pouvoir commencer. Tu envisages de faire entrer des actionnaires? Oui. Oui. Là, on est en train de s'apprêter à faire la première levée de fonds. Ok, d'accord. On a l'exclusivité. Et je sais qu'on aura l'exclusivité lorsque l'annonce sera faite officiellement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, partir vers vraiment du financement de développement. Ça permettra de vraiment asseoir tout ce qu'on a pu faire. Et moi-même, en tant qu'entrepreneur seul, j'ai le sentiment je dirais pas d'avoir fait ma mission, c'est ça. En tout cas d'avoir emmené l'entreprise toute seule à un certain niveau. Oui. Et là maintenant, on est prêt parce que cette question de levée de fonds aussi, quand tu le fais trop tôt, il faut savoir à quel moment tu le fais. Il faut que ce soit bien calibré. Et donc là, on pense qu'on est arrivé à ce stade-là. En tout cas, tout le monde nous le dit. Et donc c'est ce qu'on est en train de. Félicitations. Merci Edith. Félicitations. Merci. On est heureux de voir cette progression. Merci. Et on est heureux de voir la progression de cette entreprise qui aujourd'hui est positionnée, installée et établie et est en train de s'ouvrir en fait. Peut-être qu'on verra Naïma Dolce entrer en bourse dans quelques années. Ou vous, chers abonnés et toutes ces personnes qui regardent cet épisode, vous pourrez acheter une ou plusieurs actions de l'entreprise Naïma Dolce. Et on sera là pour le voir, par la grâce de Dieu. Voilà. Tous ces défis, cette évolution, cette transformation, parce que ça, on parle de transformation du business, mais transformation de la personne que tu es. Oui. De la femme qui était en 2015, non, même avant, à la création de My Miri. Et aujourd'hui, il y a forcément eu du changement. Oui. Mais avant ce changement, il y a eu des chocs que tu as rencontrés. Quand je parle de chocs, on en a parlé, burn-out. Tu as fait des burn-out, Sarah? Oui, j'en ai fait un même récemment. C'était très compliqué. C'est marrant, je parlais la semaine dernière à un ami. On parlait de faire des photos. Et il me disait... des photos pro? Oui, des photos pro. Okay. Il disait, qu'est-ce que tu voudrais que tes photos dégagent? Et j'ai dit, je voudrais juste que les gens sachent que je suis passée de la femme battante à la femme en paix. J'aime ça. Je suis passée de la femme battante à la femme en paix. En paix. En paix parce que... oui, on a fait tous ces combats-là qu'on a vécu. Edith, il y a eu burn-out, des choses qui sont purement personnelles, etc. Et des moments de grande solitude et de grands questionnements. Et tu te rends compte que finalement, le succès ça peut être finalement un poids quand il n'est pas bien préparé. Un couteau à double tranchant. Oui, un couteau à double tranchant. Et donc oui, j'ai vécu un burn-out, j'ai dû me faire aider, et c'est pour ça qu'il faudrait que tous les entrepreneurs comprennent la marche, parce que c'est une marche. Il faudrait que les gens comprennent vraiment, et que les personnes qui sont autour des entrepreneurs aussi soient bienveillants. Oui. On a vraiment besoin d'être entouré, parce que on s'engage tout seul dans finalement une grande inconnue, avec des rêves, un idéal, etc. Pour certains, ça peut bien se passer. Moi, j'ai cette chance-là. Mais tu ressens quand même les soubresauts. Tu vois, tu ressens les moments où ça se passe pas comme tu veux, où tu as des pressions, etc., etc. C'est pas évident. Et donc, les familles des entrepreneurs ou toutes les personnes qui sont autour d'elles doivent avoir vraiment beaucoup de bienveillance et être à l'écoute. Moi, aujourd'hui, quand j'ai une personne qui est entrepreneur, quelle que soit l'heure, je décroche mon téléphone. Oui. Parce qu'elle peut être totalement en détresse. Des fois, c'est l'envie de bien faire même qui te met totalement en PLS. Oui. Tu te dis, mais je vais pas y arriver, comment je vais faire, etc. Tu te remets en question. Et puis, il y a finalement cette notion de dirigeant. Moi, j'ai eu à parler à d'autres dirigeants qui n'étaient pas forcément entrepreneurs, qui te disent que, écoute, si moi je dis n'importe quoi, je suis directrice commerciale, et puis du jour au lendemain, je deviens PDG. Oui, je passe par les mêmes étapes que toi, parce que j'ai un besoin de résultats, etc. Donc, tu te rends compte que nous, les femmes,
on a déjà nos réalités Bien sûr. en tant que femme, nos fragilités. Et quand on se retrouve à ces postes-là, on a vraiment besoin d'avoir de la bienveillance autour de nous et d'avoir des personnes qui nous regardent suffisamment, pas avec... Moi, à un moment, tu sais, Edith, j'étais dérangée. Quand les gens me regardaient, c'était qu'est-ce que je peux avoir? Okay. On me regardait pas avec un air... Qu'est-ce que je peux avoir de toi financièrement? Oui, à tous les réseaux et tout. Oui, profiter de toi. J'avais rarement des gens qui me demandaient est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que tout va bien? Tu vois, tu n'as plus ça. Tu as un regard vis-à-vis de toi qui te semble différent. Oui. Tu vois, et ça, c'est pesant. Tu as besoin d'avoir un peu une sorte de safe place avec des personnes qui sont bienveillantes, qui prennent vraiment soin de toi et qui comprennent que bon, il y a des moments où tu seras bien et des autres moments où tu seras peut-être en train d'essayer de réaliser des choses qui sont peut-être tellement grandes que tu vas être fatigué. Ouais. Tu vois. Donc, je suis passée par tout ça, par ces moments que je chéris aujourd'hui. Parce que c'est tout ça qui fait de moi celle que je suis. Oui. Parce que je comprends que toute chose a un prix. Le succès a un prix. Oui. Les ambitions ont un prix. Parce que je ne peux pas me plaindre aujourd'hui parce que tout ce qui se passe, c'est des choses que j'ai voulu, pour lesquelles j'ai prié. Donc, il faut accepter que ces choses-là viennent également avec un certain nombre de défis. Parce que quand tu pries pour quelque chose, ça vient forcément avec des défis, en fait. Et qu'il faut accepter. Il faut accepter vraiment... Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. Tu as parlé de burn-out. Pour ceux qui écoutent et qui forcément, pour certains, ne savent pas c'est quoi un burn-out, comment tu identifierais on va dire, ce qui caractérise ce burn-out? Moi, j'en ai vécu, hein, mais toi, comment tu le caractériserais dans ton cas? Et qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, ça ne va pas, il faut que je parle. Mon burn-out, je pense que je m'en suis rendu compte quand j'étais en vacances avec mes enfants. En fait, l'année dernière... T'as combien d'enfants au passage? J'ai deux enfants. Une petite fille et un petit garçon. L'année dernière, j'ai décidé de prendre des vacances. Les premières vacances. En général, je voyageais toujours pour des raisons professionnelles. Ouais. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris du temps pour moi. Et en fait, et dites-moi, je dormais avec mon ordinateur. Pendant les vacances, là? Non, avant ça. J'étais toujours très occupée. Toujours très, très occupée. Et quand je vais en vacances, pour la première fois, on me dit, tu prends pas ton ordinateur, tu prends même pas de numéro local. Va qu'un jour, on va pas t'appeler. Et donc, quand j'arrive à Nairobi, que je m'installe, j'ai plus tout ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un vide. J'ai l'impression qu'il y a plus rien. J'ai l'impression que je fais une crise de panique, en fait. Alors que tes enfants sont là. Oui, et que tout va bien. Il fait beau. On doit aller à un safari. Tout va bien. La vie est belle. Et je fais une crise de panique, une crise d'angoisse. Je sais pas ce que c'était. J'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. Je sais pas. Je comprends pas ce que j'ai. Je ne comprends pas. Tu te sentais pas du tout bien? Non. Et c'est là que je comprends. Je me demande, et c'est après, j'ai mis des mots dessus, que j'ai compris que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Wow. Une crise d'angoisse simplement parce que tout s'était arrêté. Et en fait, j'étais en train d'être... c'était peut-être trop calme et j'étais obligée de faire face à des choses peut-être que j'avais enfoui depuis longtemps, que je n'avais pas envie de regarder. Tu vois. Ça faisait 5 ans que j'avais divorcé. Depuis ça, j'ai vécu mon divorce... Tu étais plongée en même temps dans le travail, il y avait le divorce en même temps. Je partais au tribunal et puis je venais faire des interviews, il n'y a personne qui savait. Quand j'ai reçu, la première personne qui m'a reçu en interview pendant ça, elle ne sait pas, c'est Jessica Bamba. Coucou Jessica. Coucou, elle sait pas. Première interview, j'avais une robe jaune, je vais jamais l'oublier. Et ça venait de commencer. Donc, bref, j'ai vécu tout ça. Pendant que j'évoluais, je devais éduquer mes enfants, faire grandir mon business, etc. Et je pense que tout allait très bien. J'étais une femme forte. Oui, la femme forte, la fameuse femme forte. Oui, j'étais une femme forte. Battante. Et puis, je suis pas qu'une femme forte, finalement. Je suis une femme simplement, une maman. Et j'avais besoin de faire le point de tout ça, de me rendre compte que... En fait, j'avais l'impression que il y avait une sorte d'état d'urgence qui a fait que je délivrais. Un peu comme un robot. J'évoluais, je travaillais, je délivrais. Et c'est comme quand tu cours ou tu te bats et tu te rends pas compte qu'en fait, en courant, tu t'es blessé. Oui. Et à un moment, tu te rends compte, ah, mais... Ouais. Tu vois, tu fais un étude, mais mince. La plaie est là, oui, mais ça a grandi. Tu t'es pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première crise d'angoisse, que je me suis rendu compte que j'avais un rapport à mon travail qui était littéralement
Maladif, qui était... je me définissais par mon travail. Je me définissais par mon succès, en fait. Tu vois? Je me suis rendu compte que j'avais arrêté d'être... j'avais arrêté de vivre, en fait. Je me définissais par mon travail, honnêtement. Parce que dormir avec son ordinateur... Oui, c'était important. Moi, je peux pas rater un appel. Il faut que je délivre, en fait. Et j'avais un rapport même à... Non, honnêtement. Et donc, même quand il y avait un imprévu au niveau du travail, l'impact que c'était censé avoir, pour moi, c'était toujours exacerbé. Parce que je dois pas échouer. Ça doit pas mal se passer. C'est pas possible. Ah ouais. Ah non, c'est pas possible. Tu vois, ça fonctionne pour le business. Je te dis, on est passé d'une SARL à 1 million à une SA qui a pour capital 50 millions, qui a réussi à faire un certain nombre d'investissements. 50 millions, c'est que le capital, je parle pas du reste. Mais en faisant tout ça, je dis, il y a la part de la personne. Oui. Tu vois, et c'est des choses dont on ne parle pas. Je pense qu'à un moment, j'écrirai. Ouais. Je pense que j'écrirai cette partie de l'histoire, de mon histoire, là, pour que les gens comprennent que, je l'ai dit et je le répète, tout a un prix. Et que les femmes, moi aujourd'hui, je suis pas forcément pour cette notion de femme battante, etc. Je pense qu'on doit être simplement nous-mêmes. Ouais. Certaines aiment se battre, d'autres moins. Accepter nos fragilités. Notre entièreté, voilà, comme tu dis. Il y en a qui ne sont pas fragiles. Hein. Moi, je dis, moi, honnêtement, c'est incroyable. Hein. Mais une de mes amies m'a dit, mais en fait, tu t'es effondré au moment où tu t'y attendais pas. Au moment où nous tous, on pensait que c'était difficile parce que tu dois éduquer les enfants. Mais en fait, tu nous disais que tout allait bien. Et en fait, au moment où tout allait bien, c'est à ce moment-là qu'en fait, ben en fait, non. Tout est retombé. Je pouvais plus rien faire. J'étais dans mon lit. Tu pouvais plus bouger? Non, j'avais pas envie. Ça date il y a combien de temps? L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. J'étais épuisée. Je me suis rendu compte que j'avais donné beaucoup trop de choses en cours de route. Et finalement, j'étais pas contente de tout ce que ça a pu me donner en soi. Tu vois, j'étais pas forcément... Tu te sentais vide? Oui, j'étais vide. Parce que je me suis vidée en chemin. Tu vois, à la conquête de cet idéal de femme... conquérante. Ouais. Cette phase de burn-out où tu as appris à te regarder en face, à te dépouiller, à accepter tes faiblesses et surtout à, comment on dit, laisser aller. On dit lâcher du lest et puis se dire que la vie va pas s'arrêter. Parce que la vie va s'arrêter si toi, tu n'arrives plus à fonctionner, en fait. Est-ce que tu t'es fait accompagner? C'est vrai que tu as un réseau d'experts, de gens que tu peux appeler à n'importe quelle heure, qui t'écoutent et tout. Mais est-ce que tu t'es fait accompagner, par exemple, par un psychologue? Parce que souvent, les entrepreneurs aussi n'ont pas cette démarche clinique et tout. Mais de plus en plus, le sujet devient moins tabou. Les langues se délient et on accepte de parler à des professionnels. Est-ce que tu as fait cette démarche? Oui, je l'ai fait. J'ai fait à 2 reprises, donc pendant 2 périodes de mon travail, de ma vie. Et honnêtement, je pense pas que ce soit des sujets tabous. Enfin, qu'il faudrait plus que ce soit des sujets tabous. Moi, j'ai parlé en tant que femme entrepreneur, dirigeante aujourd'hui. Je ne suis plus start-upeuse. Donc, je suis face à des défis quotidiens pour lesquels je dois pouvoir me réinventer. Je suis face des fois à des décisions à prendre qui vont m'impacter en tant que personne. Donc, j'ai besoin d'avoir de l'écoute de professionnels. L'entrepreneur a besoin d'être accompagné par des professionnels comme moi je l'ai fait. J'ai parlé de 2 étapes clés de ma vie. J'ai parlé de ce qui s'est passé dans ma vie de femme. Un divorce, c'est lourd. Il faut pouvoir le vivre, il faut pouvoir le traverser. Après combien d'années de vie de mariage? 7 ans. 7 ans. 7 ans de mariage. Donc, il fallait donc pouvoir traverser tout ça. Il fallait se faire accompagner pour ça. Et également, au niveau de l'entreprise, quand il a fallu vivre le burn-out et tout ce qui s'est passé. Donc, je l'ai fait 2 fois. Donc, c'est pour dire aux femmes entrepreneurs que si elles sont confrontées à des problématiques liées à leur vie personnelle ou à leur vie professionnelle, qu'elles n'hésitent pas à aller vers des professionnels parce que c'est courant aujourd'hui. Une femme reste une femme. Donc, nos émotions, notre sensibilité. Et comme moi je dis souvent, moi, le métier que je fais, sans ma sensibilité, je peux pas délivrer de produits. Bien sûr. Donc, je peux pas vouloir être rigide ou dur du jour au lendemain. Il faut pouvoir arriver à trouver de la force en ça. Et comprendre justement que, en fait, c'est très fort que de réussir à passer tout ça et continuer
la marche. Ouais. Donc, oui, je me suis fait accompagner et je souhaiterais que les femmes n'attendent même pas d'être dans des situations extrêmes pour le faire, qu'elles comprennent que l'entrepreneuriat demande par moment un niveau d'écoute et des professionnels qui doivent entourer l'entrepreneur. Ouais. On parle de coaching autour de l'entrepreneur, on parle de formation, mais il y a également ces aspects-là qui doivent lui permettre d'être suffisamment équilibré pour pouvoir continuer son travail. Aujourd'hui, donc, toutes ces étapes ont été passées. Tu es, on va dire, globalement, hein, que tu es en paix. Oui. Tu as décidé d'être en paix. Ça, c'est un choix qu'on fait et que tu as décidé de faire. Mais Sarah Coulibaly, qui es-tu? Avant Naïma Dolls, il y a eu déjà un business qui a été lancé depuis donc l'Europe, où tu étudiais. Et ensuite, tu es arrivé en Côte d'Ivoire, dans ton pays, pour lancer donc une autre activité. Mais avant ça, il y avait MyMiri. Oui. MyMiri. MyMiri, c'était quoi? MyMiri, ça a été la... Et tu l'as fondée à quel âge? La clé 2011, 2009. Ça passe, hein? Oui, ça passe vite. Hein? Incroyable. Ouais. On est un claquement de doigts comme ça. Incroyable. MyMiri, ça a été ce que j'appelle la clé. Hein. La clé parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est vaste. Oui. Il y a beaucoup de choses derrière. Oui. Je ne me serais peut-être pas lancée sans cette entreprise-là. Parce que j'étais à l'étranger, je venais de finir mes études. Il y avait la crise en Côte d'Ivoire, donc c'est quelque chose que j'ai commencé à côté. 2010-2011. Oui, donc dans ma chambre, vraiment, c'était pas, je ne savais pas que c'était la clé vers ma carrière, c'est ce que je veux dire. J'étais pas du tout en train de m'attendre à ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Tu n'étais pas entrepreneur même à la base, ou bien? Non, non. Après, mes proches, comme je te disais, ma mère m'a donné mes premières poupées. Je disais, en fait, les gens te disent aujourd'hui que tout ce que je fais aujourd'hui est cohérent par rapport à tout ce que j'ai toujours été. Tu vois, j'ai toujours été très manuelle, créative, machin. J'ai toujours aimé le business. À l'école, je vendais des 36 000 choses et tout. Même quand j'étais étudiante en Europe, je ramais toujours de la marchandise. J'étais vraiment... Pourtant, je sais pas où j'ai pris ce côté-là. Et donc, en attendant de trouver du travail... je ne peux pas rentrer dans mon pays, il y a la crise, je fais ce que j'ai à faire et ça me rapportait un peu d'argent à gauche, à droite. Et puis bon, il y avait une période qui était favorable pour les entrepreneurs afro-descendants en Europe. Oui. C'était la grande période des nappies. La grande période du pine wax. Du pine wax. On était les premières, etc. Donc, c'était le grand boom donc de l'intérêt pour les cultures africaines, etc. Et puis, il y avait toute une vague d'entrepreneurs, certains plus connus, d'autres moins connus, qui continuent aujourd'hui, avec certains dans la presse, certains dans la cosmétique, enfin beaucoup. Qui après, donc on a tous démarré en Europe et chacun est rentré dans son pays. D'autres sont même ici aujourd'hui. C'est ça. Que je vois évoluer et donc j'en suis très contente. Donc, du coup, moi j'étais de ce groupe-là, si tu veux, d'étudiants africains en Europe, mais qui se disent pas qu'on va finir doctorant ou on va finir forcément employé. On veut tester l'entrepreneuriat. C'était un peu nous on était le début. Donc MyMiri, c'était une marque de chaussures en wax, mais toujours la même démarche. Un peu, c'est très proche de ce que je fais au niveau de Naïma Dolls. Commencer tout seul, essayer, comprendre le marché, trouver une usine, essayer d'aller plus loin en termes de distribution, etc. Et puis augmenter la qualité. Donc on est passé de la customisation de chaussures dans ma chambre d'étudiante à une usine en Espagne qui nous faisait des chaussures en cuir, etc. Voilà. Et donc ça a été mes premiers succès. La dernière fois, je regardais sur YouTube ma première interview. Ma voix était fluette comme ça. Petite voix. Les débuts. Je dis, mais quand même, on a fait du chemin. Quand même. Et donc, aussi, c'est les personnes qui me connaissent. Moi, j'ai un amour très, très prononcé pour la mode. Oui. Ça se voit, hein? Ça se voit. Et puis, ça se voit tout le temps. Non, je sais pas. J'ai toujours aimé. Merci, t'es gentil. Toi aussi. Et donc, peut-être que je reviendrai à ça. Tu vois? Parce que ça reste, et ça, pour moi, ça doit être la quête de tous les entrepreneurs, faire de tes passions un métier, tu vois. Donc, moi, je pense qu'à un moment, dans quelques années, peut-être que je reviendrai avec... Et on aimerait, moi, j'ai hâte de porter, parce que j'ai pas eu l'occasion de porter une paire de chaussures MyMiri. Et j'aimerais bien porter la prochaine collection. En tout cas, à mettre dans un coin de la tête, peut-être. On verra. Une fois que c'est dit, c'est dit.
Donc, on a cette étape où tu es étudiante donc en Europe. Tu étudies l'architecture C'est ça. en Europe. Et mais bien avant ça, tu es née en Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire. Comment se passe ton enfance, Sarah? Qui étais-tu quand tu étais enfant? Comment étais-tu? Déjà, où tu es née même en Côte d'Ivoire? Je suis née à Cocody. D'accord. J'habitais à Tu es une fille de Cocody, Je suis de oui, Cocody Val-Loyen. Ok. Je suis l'enfant du milieu. Ok. Donc, une aînée et un petit frère. Mhm. J'ai toujours été espiègle. Moi, j'étais une petite fille curieuse de tout. Bavarde. Mhm. Différente. Ok. Différente. Je m'habillais différemment. Ma mère dit que j'étais fan de Michael Jackson. Pendant que mes copines portaient des robes, je portais des jackets en jean. Ah, Je ça. sais pas où je partais, tu vois. Mais en même temps, même si ma famille, je dis ça il y a quand même plus de 30 ans, mes parents, et je dis toujours, le plus beau cadeau que moi j'ai eu, c'est d'avoir une famille qui me laissait m'exprimer. Ouais. Bon, qui me laissait porter mes jackets en jean, me danser Michael Jackson dans le salon. Ils m'ont pas Être censuré. qui tu es. Ma famille m'a pas censuré. Ouais. Pourtant, c'était pas forcément la chose la plus normale, hein. Mhm. Mais ils m'ont pas censuré. J'étais jamais trop ou pas assez. J'étais juste comme ça. Et puis, voilà. Donc, j'étais née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, fait toutes mes études ici. Bachelière, Yamagran Bassam. Ok. Donc, internat. Donc, j'ai eu mon bac, comme je t'ai dit, à 16 ans et C'est demi. quoi, une série C? Bac D. Bac D. Un bac D. Mhm. Mais vraiment, mon côté artistique, je l'ai toujours eu. Ouais. Toujours. Ça, par contre... Bah, attends, les vestes en jean, en Michael Jackson. Non, mais même ma façon même de... Tu sais, à l'école, Tu dessinais bien? je dessinais tout le temps. Ah ouais. Je prenais pas mes cours en faisant des notes. Et je continue. Hein. Si tu vas sur mon bureau, tu vas voir plein de calepins avec des graffitis comme Ah ça. ouais. C'est comme ça que moi, je mémorise. Ah ouais. Non. Et donc, mon prof de sciences physiques me disait, Koulibaly, toi là, tu vas pas avoir le bac. T'es comme ça, toi, tu dessines. Ils comprennent rien, ces professeurs. Et pourtant, c'est comme ça que j'étais. Donc, tu vas toujours me voir en train de parler. J'ai toujours un stylo. Et je fais ça. Mm. Et j'ai mon langage à moi et je me comprends. Et après, donc, moi, c'est ça. Ah, c'est intéressant, ça. Et mon fils est comme ça aussi. Ok. Une fois, j'ai pris son cahier. Il me dit, maman, la maîtresse dit que j'ai gribouillé. J'ai demandé à mon frère. Si tu savais, maman m'aimait comme ça. Maman est comme ça. Et c'est le chemin du succès. Exactement. Je dis, mais non. Et mon fils dessine. Il est comme ça. Donc, je regarde mes enfants. Je vois un peu de moi en eux, ma fille, mon fils et tout. Donc, je dis, bon, ok. Je vais faire pareil. Le premier cadeau que je vais leur faire, c'est de ne pas les censurer et les laisser s'exprimer et de ne pas être influencés. Donc, nous, ce que moi, j'ai toujours reçu comme directive dans la vie, c'est de ne pas se laisser influencer, accepter d'être soi-même. Et puis, j'ai une famille qui était bienveillante. La Pourtant, bienveillance, c'est très important dans une famille. mon père est médecin, ma mère était comptable. Donc, Ok. aucun entrepreneur, rien à voir. Moi, je suis outsider, mais vraiment rien à voir, tu vois. Ouais. Donc, j'étais pas dans une famille, on va te dire peut-être que c'était courant. Donc, non. Moi, viens d'une famille classique. Ils t'ont pas imposé un choix de carrière. J'ai choisi l'architecture moi-même, j'ai choisi mon université, j'ai choisi le pays où je voulais aller. Mhm. Ils m'ont laissé m'exprimer. Mais j'étais très encadrée. Très encadrée. Et moi, c'est ça aussi que je retiens. Moi, j'ai jamais eu de pression physique. On m'a pas frappée et tout. Mhm. Par contre, c'était des pressions de la conscientisation. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiante, mon père était venu me voir, la seule fois d'ailleurs, ou la première fois d'ailleurs. Et on était dans le tram, on a vu une jeune fille qui était j'étais toute maigre hein, quand je l'ai vue, toute petite, menue et tout. J'avais On a peur. tous été minces. Hein. Oui, toujours. Mhm. Et quand il a vu, il me dit, t'inquiète pas, tu vois, il voulait me réconforter, quoi. Tu as vu, elle est plus mince que toi, donc. Pas mal ça. Non, elle est plus mince que toi, donc faut pas avoir peur, ça va aller. Et puis il m'a dit, je sais que tout va bien aller parce que je te fais confiance. Je te fais confiance là. Toute ma vie universitaire, ça a permis de me cadrer, de ne pas, de toujours mériter sa confiance, de toujours faire en sorte que je ne retrouve pas dans des histoires compliquées, etc., jusqu'à ce que je finisse mes études. Donc, voilà à peu près qui est-ce que j'ai été. Est-ce que le choix de partir à l'étranger étudier, c'est un choix délibéré de toi-même? Bon, je te dirais, je sais pas si à cet âge-là, je me souviens de ce que je souhaitais, mais je sais que c'était un choix de mes parents. Eux-mêmes, ils ont toujours voulu faire partir leurs enfants. Donc, comme je dis, je suis l'enfant du milieu. Oui. Mon aîné était parti en France et moi, je suis partie ensuite.
Mais je les remercie parce que ça m'a permis en tout cas d'avoir une vision globale et d'avoir envie aussi de revenir chez moi. Oui. Parce que je pense que tout ce que je revendique aujourd'hui, je n'allais pas en être aussi consciente si j'étais restée pendant cette période de construction-là ici. C'est parce que j'étais là-bas. En plus, moi, j'étais en Belgique. Oui. Et là-bas... Pourquoi le choix de la Belgique? Très bonne école d'architecture, cursus plus court. France 7 ans, Belgique 5 ans. Ah, ok, ouais. Et les écoles sont d'un meilleur niveau. Ok, pas en Belgique, par rapport à la France. En tout cas, moi, à mon époque. Je sais pas ce qu'on en est aujourd'hui, mais en tout cas, il y a 20 ans. Parce que mon bac a 20 ans quand même. Bon, elle est de la génération 80, hein. Ça, non? 80 comme moi? Oui, voilà. Oui, on est encore jeunes. On est très jeunes, et puis ça se voit sur nos visages. Oui, vraiment. Mine de rien, 20 ans quand même, j'imagine. Quand même, hein? Cette affaire-là, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Ça passe hyper vite, mais on a encore le temps. Dieu nous donne longue vie. Tu vois, Amine. Et qu'est-ce que je dis? Le choix de la Belgique, hein? Oui, donc le choix de la Belgique. Donc c'est comme ça que moi j'y vais. Mais les Belges sont pas les Français. Oui. Certains parlent du racisme. En tout cas, il y a 20 ans, encore plus d'ignorance sur nous que la France. On va dire ça comme ça. Très petit pays. Avec plusieurs langues. Oui, donc tu dois apprendre à l'école du néerlandais. Le bac ivoirien n'est pas reconnu. Moi, j'ai passé 2 fois le bac. Ah ouais. Première année d'université, on me dit que mon bac n'est pas reconnu. J'ai dû repasser le bac belge parce que nos diplômes ne sont pas reconnus là-bas. Déjà à l'époque, alors qu'on avait quand même un niveau d'enseignement qui était supérieur, en tout cas à notre époque. Et voilà, donc racisme, conscience de soi, tu vois. Et puis là-bas, il y a beaucoup plus de Congolais que d'Ivoiriens. Oui, si. Donc il n'y avait pas de communauté ivoirienne. Tu te sens pas chez toi comme tu te sens à Paris, quoi. Oui. Et tout. Donc je pense que cette conscience de moi, de mon identité, cette recherche aussi de ma culture, cet amour pour la culture, parce que moi je suis profondément amoureuse de la culture, vraiment. Oui. Et c'est pour ça que je pense que ce devoir de transmission-là, je ne le porte pas comme un business en tant que tel. C'est vraiment je suis vraiment quelqu'un qui aime profondément la culture africaine, l'art africain. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Oui. Et je pense que tout ça, je m'en suis rendu compte parce que j'étais à l'étranger. Tu vois, parce que j'étais à l'étranger. Ça t'a permis de mieux apprécier, mieux, on va dire, aimer, adorer encore plus ta culture, de là où tu viens. Oui, parce que finalement, je m'étais rendu compte que tu sais, au début, quand tu arrives en Europe, il y a le début, la nouveauté. Ouais, non, l'Europe. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis après, moi, je suis confrontée à moi. Donc, moi, je veux exceller. Moi, je veux... Et puis, je me rends compte que, mais en fait, quand je parle, je sais pas moi, la seule chose qui me permet de capter l'attention de tout le monde, c'est quand je parle de moi et de chez moi. Oui. Là, il y a un intérêt, il y a de la curiosité. Une fois, j'avais fait un exposé sur la culture sénoufo, mais laisse tomber, ils m'ont demandé c'est quoi le poro, d'où on vient et tout. J'ai dit, mais c'est chic comme ça, et puis on dit pas, mais il faut qu'on le explique. On l'écrit partout. Oui. Et donc, je me dis, mais en fait, même auprès des étrangers, il y a un grand intérêt pour nous et pour notre culture. Et ça, c'est important de le dire et de donner aussi ces clés-là à nos enfants. Oui. Quand tu vas à Paris, tu vas au musée du Quai Branly, tu es étonné de tout ce qu'ils ont pu amasser comme information sur la culture africaine. Et ils ont beaucoup pris aussi, beaucoup volé aussi. Je sais qu'ils ont... Mais pourquoi si c'est pas bon, on va voler. C'est ça. Tu vois, ouais. Ils vont pas voler si c'est pas bon. Ouais. Mais tu vois quand même, au-delà même d'avoir le niveau de conservation, bon, c'est un tout autre sujet. C'est ça. Mais en tout cas, cette expatriation-là, cette vie à l'étranger m'a permis d'être encore plus amoureuse de qui je suis. Loin des yeux, près du cœur. Toujours. Tu vois, et donc de vouloir porter ma culture, en parler, la transmettre, parce que je me dis, waouh, nous, je sais pas pour toi, mais moi, par exemple, je comprends très bien le sénoufo. Je suis une femme sénoufo, mais je parle pas très bien. Je n'ai pas appris la nuit, le BT. Tu vois. Et je me dis, mais en fait, si nous on transmet pas, nos enfants, en fait, on est la dernière génération qui peut transmettre, qui peut faire le lien. Ouais. Parce qu'on a encore des mamans, des tantes qui peuvent encore. Okay. Si on fait pas ça, et on n'arrive pas à mettre ça dans la tête de nos enfants, c'est compliqué. Ouais. On va faire comment je sais pas, quand nous on sera des grands-mères, on va dire quoi. Bon, moi, on va essayer de laver nos petits-enfants. Maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, je sais qu'ils vont pas nous dire maintenant qu'on va... Ce sont les robots qui vont laver nos petits-enfants. Tu vois, donc je me dis, mais quand même, voilà, il faudrait au moins qu'on leur donne l'opportunité de choisir. Même s'ils décident de faire autre chose, c'est ça. Toujours les faire en sorte qu'ils soient ouverts. Donc même moi, nous, pour les vacances avec les enfants, on a décidé d'une chose, on fait trois choses par an obligatoirement. Ouais. On va une fois au village, on va une fois dans un pays africain, et puis si on va aller ailleurs, on va ailleurs. Ouais. Mais au moins,
mes enfants connaissent Korogo, ils vont au village, etc. Donc, j'espère que ça va leur donner un équilibre qui leur permettra demain de pouvoir être des adultes. Combien de temps tu as fait en Europe pendant tes études? Est-ce que j'étais pressée de rentrer chez toi? T'es pressée de rentrer. La tchéké, le foutou, tout ce qu'on J'étais sait. pressée de rentrer chez moi, mais je suis de la génération aussi qui a vécu les crises. Oui, qui donnait pas envie parce que tu es parti au moment de la crise. Donc, nous, on a vécu 2011, tout le reste et tout ça. Donc, on a prolongé le séjour, pas parce qu'on le voulait, mais parce que c'était très compliqué. C'était un cas de force majeure. Sinon, non, l'idée, c'était pas de partir et d'y rester. Non, c'était d'aller apprendre et de revenir. Ma feuille de route et la feuille de route de ma famille également. On n'a pas eu pour projet, pour aucun. C'est pour ça que dès qu'on a eu l'opportunité, la possibilité de rentrer, moi, je suis rentrée. Quand tu es rentrée, comment tu t'es sentie quand tu revois ton pays après plusieurs années à l'extérieur? Je suis toujours venue régulièrement. Ok. On n'était pas... Vous n'étiez pas coupé? Non, pas possible. Non, on n'était pas du tout dans un parti pour très longtemps. Non, on revenait chaque année, assez régulièrement. Donc, non, ça s'est passé naturellement. Voilà. Tu n'étais pas déphasée comme d'autres qui reviennent après plusieurs années, qui essaient de se faire un réseau, des contacts, qui sont un peu perturbés par tous ces changements? Honnêtement, c'est vrai que sur la question du réseau, au bout de quelques années, c'est sûr que les amis d'école, enfin, cette partie du réseau-là, donc scolaire, etc., tu peux perdre ce réseau-là au fil du temps parce que toi, tu es parti, contrairement à ceux qui sont restés là. Mais dire que moi, j'ai ressenti... j'étais peut-être une expatriée, enfin, j'étais une repate qui n'a pas vraiment été expat à 100% parce que j'étais étudiante, je venais régulièrement et je n'étais pas partie pour rester. C'est ça. Donc moi, j'étais peut-être dans une configuration qui était différente. Donc quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, après, il fallait comprendre aussi, parce que il y a le réseau, comme je dis, scolaire, etc., et puis il y a le réseau professionnel. Donc, quand tu rentres, après être resté longtemps à l'extérieur, tu vois que les gens, il y a des réseaux dans lesquels tu n'es pas, les gens se connaissent, tu connais pas certaines personnes. Donc, faut réussir à te faire intégrer, qu'on arrive à t'identifier, etc. Après, ça se fait tout seul. Mais moi, j'ai pas forcément eu de grandes difficultés ou de blocage à ce niveau-là, non. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise qui pilote une grande entreprise qui produit des jouets, qui a des espaces de jeux maintenant et tout ça? Quand ils voient cette évolution, bien sûr, ils ont été bienveillants à cette époque et tout. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Écoute, tu sais que moi, j'ai quand même eu une charge lourde pendant longtemps. C'était de me faire un prénom. Dans une configuration, je viens d'une famille avec un père qui a quand même un nom qu'il fallait porter. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est fier du fait que j'ai réussi à me faire mon prénom, à tracer ma propre voie tout en gardant mes valeurs. Ma mère, c'est mon premier soutien sur tout ce qui est familial. Aujourd'hui, j'arrive à performer dans mon travail parce que j'ai un vrai système de support autour de moi, autour de mes enfants. Donc, ma famille est aujourd'hui le prolongement, si tu veux, de tout ce qui peut être mis autour de moi. Donc, le premier cocon qui me protège, qui m'accompagne dans cette vision-là. Donc, je te dirais que mes parents me disent qu'ils sont fiers de moi. Je pense, et je le sais également. Ma famille est très pudique. Je viens d'une famille où on ne se dit pas forcément les choses. Il n'y a pas forcément... Vous dites, tes parents t'ont dit je t'aime quand tu étais plus petite? Je m'en souviens pas, mais ils me l'ont montré. Ouais. En général, la génération d'avant n'était pas très expressive. Oui. Donc, je pense que sur cette première partie de vie-là, je pense avoir fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Et je pense que maintenant, il est temps de vivre pour moi. T'occuper de toi? M'occuper de moi, prendre soin de moi. Et voilà, oui, principalement. Je te recommande un livre, L'art de la lenteur. D'accord. Je sais plus de qui c'est, mais je pense que moi aussi, à un moment donné, quand j'ai fait mon burn-out en 2019, et je suis tombée sous le titre du livre, et puis j'étais là, L'art de la lenteur. Ok. C'est vrai que quand on est entrepreneur, ou quand on est dans le continuum de la vie, du business, on avance, on regarde pas, on est en mode autopilote là et tout,
on ne valorise pas la lenteur. On a peur quand c'est lent. Mais en fait, c'est là qu'on apprécie mieux le voyage, Oui, en fait. effectivement. C'est là qu'on apprécie mieux le voyage. C'est là qu'on on se voit à l'extérieur, on s'observe comme si tu sors de ton corps, puis tu te dis, mais en fait, mais c'est moi, ça. Mais en fait, je peux profiter de chaque instant parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Pourquoi ne pas en profiter? Et puis à la fin de la journée, comme je te dis, moi dans mon cas, c'était vraiment une fuite en avant. Tu vois, c'est une fuite en avant parce que il y a eu des éléments qui ont été peut-être des éléments déclencheurs. Je suis, comme je dis aussi, il y a beaucoup de gratitude parce que je suis tellement, je vais pas dire douillette, mais tellement gentille. Je te disais très maternelle. Peut-être que si j'avais pas eu certains, je me serais pas battue comme je me suis battue. Ouais. En fait, je pense que ça m'a mis vraiment en mode warrior, quoi. Alors, vraiment. Et tu vois, je me dis, tout est grâce. Parce que peut-être que Dieu savait, ma fille, là, si je ne la fais pas passer par deux, trois petits boulets, elle va dire non, c'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non. Aujourd'hui, je garde mon cœur tel qu'il est. Je garde ma vision. Je pense qu'elle est beaucoup plus claire même qu'avant, je pense, mais vraiment. Mais je pense que si aujourd'hui je te donne ma carte de visite en te disant CEO, PCA ou directrice, c'est pas juste un mot sur une carte. C'est une attitude, c'est une vision, c'est une personne qui est prête et qui a déjà entamé sa marche. Il y a beaucoup de personnes qui te mettent ces mots-là juste pour dire. C'est pas le cas. Ouais. Mais avant de pouvoir le dire, le faire, il faut passer par un certain nombre d'étapes qui te préparent simplement. Ouais. Donc après, quand tu regardes et tu te rends compte de la personne que tu es devenue, tu te dis même ça, c'était très bien. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Quand on te dit que l'obstacle est le chemin, tu connais ces phrases-là, tout est grâce, etc. C'est vrai. Parce que tu te dis, mais en fait, si je n'étais pas passée par ces étapes-là, je n'aurais peut-être pas été suffisamment prête pour cette vie que j'ai demandée, finalement. Donc, non, tout est très bien comme ça. Tout est très bien. Qu'est-ce que tu dirais pour terminer à la Sarah Koulibaly, qui est dans sa chambre à l'université en Belgique, en train de suivre ses études d'architecture? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face tout de suite? C'est-à-dire, moi, je suis Sarah Koulibaly, qui a 20 ans et qui est assise dans sa chambre d'université. Je vais pas l'appeler Sarah. Je vais l'appeler Wanimé. Parce que mon deuxième prénom, c'est Wanimé. Et donc, je m'appelle Sarah Wanimé Koulibaly. C'est joli, Wanimé. Oui. Et j'avais promis d'ailleurs à ma tante que j'allais maintenant me présenter en disant Sarah Wanimé Koulibaly. C'est important. Parce que quand je suis rentrée après la crise, c'est resté Sarah Koulibaly. Et donc, pour certains membres de ma famille, ils ne savaient pas que c'était même la même personne que c'était moi. Donc aujourd'hui, il faut que je réconcilie Sarah et Wanimé publiquement. Aujourd'hui, maintenant, c'est Sarah Wanimé Koulibaly. Totalement. Et donc, à Wanimé, je vais dire qu'elle est... Je vais lui dire qu'elle a raison d'être différente. Je vais lui dire qu'elle a raison d'avoir le sentiment que elle est peut-être trop en avance sur son temps, mais que c'est très bien comme ça. Je vais lui dire que ses ambitions ne sont pas trop grandes, ses rêves ne sont pas trop grands, et que elle aura peut-être besoin de s'endurcir sur le chemin pour devenir la femme qu'elle espère être. Mais je vais lui dire qu'elle a tout pour réussir. Elle a tout pour réussir et qu'elle a tout en elle. Et que la vraie boussole, elle est dans son cœur. Et c'est ça qu'il faut chercher, pas autre chose. Sarah, tu avais des choses à dire? Sarah Wanimé. Sarah Wanimé. Tu avais des choses à dire? Tu penses que tu les as dites? Oui, je pense que je les ai dites. J'espère en tout cas avoir dit l'essentiel et avoir en tout cas montré aux Ivoiriens, à toutes les personnes qui me regarderont, une partie de la réalité de la vie de l'entrepreneur et de tout ce qu'il faudrait mettre sur la table, ou en tout cas qu'il faudrait analyser quand on décide de prendre ce chemin-là, et surtout leur montrer que ça fonctionne et que même quand c'est difficile, il faut persévérer parce que la route est belle et que la lumière est devant. La route est belle. J'aime ce mot, cette phrase. La route est belle et je voudrais te dire merci. Merci.
toi. D'avoir choisi, donc, pour reprendre la parole, d'être venu dans ce podcast, des choses à dire, parce que tu as jugé que c'était le moment, parce que ce moment-là, tu avais des choses à dire, et tu as pu les dire, donc, à mes abonnés, à tous ceux qui suivent et apprécient ce podcast, pour l'authenticité des personnes qui viennent et qui partagent un bout de leur histoire pour montrer la réalité des choses, la réalité de leur vécu, qu'ils soient dans une carrière professionnelle ou qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient des voyageurs de la vie, tout simplement. Et c'est un honneur, comme je te l'ai dit, de te recevoir, de t'avoir reçu, de t'avoir écouté et de m'être enrichi de ton partage. Et j'espère également que ce partage aussi vous a enrichi, vous a apporté une sorte de lumière d'une certaine manière, parce que on ne sait pas ce que chacun d'entre vous vit à ce moment précis, au moment de lire et de regarder cet épisode. Et j'espère que vous avez pu trouver des clés dans le parcours de Sarah Wanimé Coulibaly, et que vous avez pu également faire une rétrospective aussi de votre parcours. Parce que souvent, on met en lumière ou on met en miroir ce qu'on entend des autres de leur parcours par rapport à notre vie. Et j'espère que ça vous aura apporté énormément. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à poser des questions, pourquoi pas, à partager également des témoignages par rapport à ce que vous avez entendu. Et bien sûr, comme j'aime à le dire, partagez cet épisode, envoyez-le à un ami, à une amie ou à un parent ou à quelqu'un que vous appréciez. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et surtout encore, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Je vous dis à bientôt avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.